Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Delavier. Je suis vraiment honoré de te recevoir aujourd'hui. Frédéric, comment tu vas? Ben, ça va bien, je reviens du restaurant. Ok. J'ai mangé tranquille dans ma ville et puis voilà, beh, je vais faire une petite vidéo avec toi, le cerveau, plein de sucre. Ok, bah écoute, ça tombe bien parce que je reviens aussi du restaurant, donc tu vois, ça nous fait déjà un point commun. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qui nous écouteraient aujourd'hui, donc je vais te présenter un peu brièvement. Tu es Frédéric Delavier. Moi, je t'ai connu grâce à tes fameux best-sellers, La méthode de Lavier. Voilà, moi j'ai tous tes livres. Voilà, je suis un grand fan. La question est, est-ce que quelqu'un a vendu dans le milieu plus de bouquins que toi? C'est la question que je te pose. En muscu, Arnold en a peut-être vendu plus, mais il est pas dans mon domaine exactement. Moi je fais de l'enseignement en en bioméca, tu Mhm. vois? Vedder en a peut-être vendu plus, mais on va dire que comme livre d'enseignement de musculation, de base, hein, et utilisé par toutes les écoles du monde entier, hein. euh, Bah, je suis leader. Je suis leader mondial du livre d'enseignement en biomécanique appliqué au sport, et puis Mhm. principalement appliqué à la musculation. Donc, ce qui fait qu'on est traduit dans 32 langues, même plus, hein, je ne calcule même plus à ce niveau-là. Et j'ai dit, moi, et Gundy, alors tu as le guide des mondes de musculation, qui est celui-là, qui est Strange Training Anatomy aux USA. Alors, ils mettent, je sais pas, sixième édition, revue augmentée. Je sais pas, il y Ouais. a 2 millions d'exemplaires vendus, ça se trouve, il y en a 3, je sais pas. Mais c'est un livre d'enseignement mondial, tu vois. Donc, C'est ça, c'est la incroyable. base, traduit en Chine, en Corée. Alors, en Asie, je suis livre d'État. C'est-à-dire qu'on fait les corrections pour les livres. Donc, on fait les corrections. On adapte nos livres, donc c'est eux qui Mhm. les adaptent, et nous, on signe, OK, on est d'accord, pour pouvoir rentrer dans le cursus universitaire coréen, par exemple. Tu Mhm. vois, donc en Corée, notre édition est une édition validée par l'État. En Chine aussi, on est livre d'État. Et à Taïwan aussi. Et en Pologne, Incroyable. on est recommandé aussi, on fait partie de tous les livres. Après, là, j'écoutais parce qu'il y a eu des stages de formation en France pour le BPGEPS. Je ne connais pas, moi. Je ne suis pas diplômé là-dedans. J'ai que deux diplômes, c'est secouriste et réanimateur. C'est un Ouais. peu ma fierté, tu vois. Et, euh, et je suis recommandé comme livre, comme livre, je recommandé, je suis offert, offert avec la formation Ouais. aux élèves par les organismes de formation reconnus par l'État. Donc, tu vois, je fais partie des livres qui sont Punaise. donnés, puis je suis dans toutes les bibliothèques d'État, de toute façon, dans toutes les bibliothèques médicales du C'est monde incroyable. entier. Et j- J'ai même une édition spéciale qui avait été faite pour la police montée ah canadienne, ouais. parce que je suis un vieux de la vieille, tu vois, avec une Ah couverture ouais. spéciale. Je ne l'ai jamais eu, c'est dommage, mais c'était une couverture, une édition spéciale imprimée à l'époque où c'était encore Christian Vigo, pas son fils qui avait la boîte, qui avait signé le contrat pour eux. Donc, on est vendu dans le monde entier dans ce domaine, surtout le guide du monde musculation. Et après, la méthode de Lavier, elle, avec Gundil, vient derrière euh, compléter le Mhm. guide des mouvements de musculation, qui est la base de l'enseignement. Et après, tu vas approfondir sur les programmes avec la méthode de Lavier. Puis de nombreux livres, musculation pour les sports, C'est musculation incroyable. des bras, musculation pour les tractions. À chaque fois, on a des sujets qui sont musculation pour les femmes, parce que c'est aussi un marché. Donc, on est obligé de s'adapter au marché. Donc, on a pas mal on vend pas mal. Et là, on est en train de faire on va commencer toute une collection sur Mhm. euh, les blessures en musculation. Donc, Strange Training Injury. C'est une commande des États-Unis parce qu'en vérité, on va le faire pour la France, hein, mais nos livres sont faits en France quand les Américains acceptent l'édition française parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer directement dans leur sous, quoi, Ah bah ouais. dans leur bénéfice. Donc ça marche, hein. J'ai Ça marche. j'ai vu 5 millions d'exemplaires vendus. Ouais, C'est alors je dis ça incroyable. depuis plusieurs années, mais ça se trouve, ça a Ouais. augmenté, mais à un certain moment, on ne compte plus, hein. Ah bah oui. Quand on est acteur porno, à un certain moment, on ne sait même plus avec combien de femmes on a couché. Évidemment. Quand tu es un Ouais. jeune homme timide, tu sais à peu près le nombre de jeunes femmes avec qui tu as couché. Mais Mhm. quand tu es un auteur à succès, tu ne sais même plus combien tu as vendu de livres. Mais complètement. Et d'ailleurs, moi, alors, je t'ai découvert comme ça. Et je me suis intéressé un peu à ton contenu. J'ai vu que tu avais une chaîne YouTube
extrêmement intéressant, tu as plus de 100 000 abonnés, et que tu avais écrit cet ouvrage, L'éveil des consciences, dont on va parler aujourd'hui, qui est un ouvrage, c'est un pavé, hein, c'est incroyable. Vous achetez ça, vous en avez pour votre argent, et c'est une mine d'informations. J'ai plein de questions, j'ai plein d'idées à te poser, parce qu'au cours de ma lecture, j'ai eu plein d'idées. Euh, le temps de rédaction, Et facile à lire, parce que ce sont des facile à articles, lire. c'est dans des petits articles courts à chaque fois. Des fois, il y en a qui font plusieurs pages, mais à chaque fois, on travaille, on essaye d'être le plus simple possible et le plus compréhensible possible sur des sujets qui, des fois, sont très compliqués. Puis c'est plein de découvertes scientifiques en vérité dedans. C'est-à-dire, quand Totalement. je dis que je mérite un prix Nobel, les gens disent il est prétentieux parce qu'en France, on n'a pas l'habitude des gens qui se connaissent et qui osent admettre leur valeur. C'est non, je mérite un prix Nobel parce que j'ai fait la plus grosse découverte du monde en anthropologie. Ce qui ne demande pas forcément un énorme laboratoire et des études en double aveugle ou des méta-analyses. Bien Ce sûr. sont des observations qui se basent sur les lois physiques du monde. Et la montagne était devant toi, les gens ne le voyaient pas. Donc, ce qui fait le socle de l'humanité, je l'ai découvert. Et c'est en vérité, c'est une énorme découverte parce que tout découle de ça, même maintenant l'IA qui est en complète relation avec ce que j'ai découvert, puisque ma découverte est une découverte en vérité qui est une découverte linguistique, mais qui découle de la biomécanique et qui découle de l'anatomie, si tu veux. Et ça paraît très con, mais tout est lié. Il n'y a pas des choses qui sont fragmentées comme ça dans le monde ou dans la science. Tout Totalement. est lié. Et Totalement. donc, c'est un livre qui est très intéressant où on comprend le monde. Totalement. Il est incroyable. Et quand on voit ça, je pouvais un peu t'imaginer en train d'écrire tes pages, le temps de rédaction du livre. Ça, enfin, c'est un total dévouement. C'est ton œuvre, c'est ta vie. Alors, en vérité, c'est pas vraiment comme ça parce que je suis un réactif. Comme Ouais. disait Proust, Proust, c'est pas les choses les plus belles que fait un écrivain, un artiste, qui sont en vérité les plus difficiles. Mhm. Pour moi, ça c'est facile à faire, mais bien sûr, avant, il y a tout un travail pendant des années d'accumulation dans mon cerveau et dans mes connexions neuronales d'une quantité industrielle de données et de pouvoir les relier les unes aux autres. J'ai un cerveau très analogique, je fonctionne comme une IA. On fonctionne en réalité Mhm. tous comme des IA quelque part, mais on ne le sait pas. Et l'IA fonctionne comme nous, plus ou moins. Et, euh, et en fin de compte, c'est assez facile, quand on a les clés de compréhension du monde, de faire des découvertes. Mhm. Il suffit juste d'avoir le code de fonctionnement du monde. Et quand tu as le code de fonctionnement du monde, tu vois que tu peux parler quasiment de tous les sujets. Alors bien sûr, je ne serai jamais un maître en langue. Je ne peux pas Mhm. parler des langues comme ça, ou en mathématiques. Je peux comprendre des concepts mathématiques, les appliquer, c'est encore autre chose. Ça demande, tu vois, comprendre le mécanisme d'une voiture et être capable de la conduire, c'est autre chose, tu vois. Bien sûr. Mais pour comprendre le monde, c'est plutôt relativement simple, tu vois. Même si c'est complexe, parce que c'est foisonnant, le monde, derrière toute cette complexité, il y a toujours les mêmes règles. Et quand Alors, tu les comprends, bah, tu comprends les relations humaines, les relations hommes-femmes, les relations économiques, les structures d'un corps, la structure d'une machine, la structure même de l'univers. Tu vois. ah, mais c'est ça qui est incroyable. En fait, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai l'impression que pour toi, ça a coulé de sens. Pour toi, ça coule de sens, parce que avec ton esprit, etc. Mais moi, ça m'a amené vraiment des réflexions profondes, et je voulais en venir à cette question. Comment était né ce projet? Comment est né en fait l'éveil des consciences? Pourquoi tu as écrit ce bouquin? Alors, j'ai écrit ce bouquin parce que j'ai compris très tôt, on va dire, je ressentais comment fonctionne le monde, mais j'avais du mal à l'exprimer. Mhm. Et, j'avais vraiment. Et un jour, parce que si les gens ne connaissent pas mon livre, ne connaissent pas ma philosophie, c'est une philosophie qui est basée sur l'énergie. C'est-à-dire que c'est ce qui façonne le vivant. Et alors, c'est bien sûr les règles de la physique, mais ce qui pousse le vivant dans son mouvement, c'est l'énergie. C'est toujours l'énergie. C'est-à-dire que le vivant, c'est les bactéries. Alors, on peut parler aussi des premières molécules dites organiques qui se répliquent. Hein. Ce n'est pas la vie à proprement parler, mais il y a ce même principe de réplication. En fait, il y a un principe de quête énergétique derrière que les gens n'ont pas forcément vu. Et ce qui pousse toute structure biologique
ou structures culturelles qui Mhm. sont des émanations de la biologie et qui ont comme pour fonction de protéger la vie, puisque la culture, en fin de compte, est un système unificateur et protecteur des communautés humaines, si tu veux, qui permet aux individus qui sont dedans de transmettre leurs gènes, même si tout le monde ne les transmet pas. Le patrimoine de gènes communs est transmis, ça représente l'adaptation au monde. Donc, tout ce qui est vivant est fait pour prendre l'énergie au monde, prendre la matière pour se constituer, prendre l'énergie au monde, pour pouvoir rester en vie et se répliquer, c'est-à-dire transmettre un code, hein, euh, transmettre un savoir aussi, hein, transmettre un compte en banque, donc, et transmettre cette énergie à la vie qu'on va donner, qu'on va laisser. Mhm. Donc tout est fait pour prendre l'énergie au monde, la conserver pour rester en vie et la redonner avant de mourir. Cette énergie, c'est de la matière quand tu fais un bébé, hein, bien sûr, et après tu le nourris, mais c'est aussi ton patrimoine euh, que tu as en banque, ta maison, euh, la montre de pépé, Mhm. le meuble de mamie. euh, mais c'est ça, tu vois. Et aussi du savoir, toutes tes connaissances qui sont faites pour mieux vivre dans le monde. Mhm. Voilà. Donc c'est tout le temps une transmission d'informations, d'énergie. Mais tu vois, ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que tu expliques ces choses-là d'une manière qui peuvent paraître simples, parce que quand on reçoit cette information, on dit, bah oui, en fait, ça coule de source, tu vois, mais c'est pas du tout si simple que ça, tu vois, c'est des mécanismes qui sont super complexes. Et je voulais rebondir sur une question, c'est, il y a beaucoup de gens qui pensent que les études sont une preuve d'intelligence. Or, toi, tu en parles hein, dans ton bouquin au tout début, tu dis que tu n'as pas fait d'études, mais pour autant, enfin, voilà, Non, je ne suis pas universitaire, voilà, mais tu j'ai n'es fait pas des études universitaire. universitaires. Mhm. Mais c'est Non, ça en fait. non, ce qu'il y a, c'est que le diplôme n'est pas une preuve d'intelligence. Alors, c'est vrai et faux. Euh, mais le diplôme, euh, c'est la capacité d'accumuler une quantité énorme d'informations et de les régurgiter au moment du concours, tu vois. Mhm. Mais si tu n'entretiens pas ça, ça disparaît. Et il Bah, y a des gens totalement. qui sont capables d'ingurgiter des quantités énormes de données, hein, ils sont capables et de les régurgiter comme ça. Hein. Il y a des mecs qui sont capables d'apprendre le, le bottin ou le Coran et te sortir ça, hein, ou la Bible même, et te ressortir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents, tu vois. Totalement. Il y a des diplômes euh, qui valident ça. Alors, évidemment, quand tu es médecin et que tu apprends des opérations, à réaliser des opérations ou à diagnostiquer euh, des problèmes de santé, heureusement qu'il y a un diplôme pour le diagnostiquer, tu vois, quand tu es pilote Bien sûr. pour le valider. Quand tu es pilote d'avion, heureusement qu'il y a un diplôme pour valider que tu pilotes en avion, parce que tu peux être un très bon pilote autodidacte, on ne Mhm. sait pas dans un premier temps si tu l'es, tu vois, ça pose un problème. Donc, heureusement qu'il y a des diplômes pour tout ça. Mais le diplôme, c'est juste le début d'une vie d'homme et se présenter par son diplôme, comme on le voit souvent en France, alors pas à l'étranger, hein. Bien sûr, hein, tu ne vois pas ça en Hongrie ni en Allemagne, hein, tu vois souvent en France, vous êtes polytechnicien, Mhm. vous êtes Totalement. énarque, vous êtes. Oui, mais bon, après, il a fait quoi la plupart du temps? Pour quelques mecs qui, après, utilisent leur diplôme, et souvent pas forcément d'une façon très correcte, tu vois, la plupart du temps, en France en tout cas, Mhm. les gars, ils utilisent leur diplôme, et puis c'est fini, ils ont un diplôme, et après, il reste des moyens, ils ne montent pas socialement, ils ne font rien d'important pour la société malgré leur diplôme. C'est un échec en vérité. C'est clair. C'est pour ça que dans des sociétés plus méritocratiques et plus compétitives aussi, hein, plus dures aussi, parce qu'il y en a qui montent, un autre descend. Ici, la France est un pays de caste. Le diplôme, c'est pas fondamental, si tu veux. Tu vois, oui et non, mais c'est pas fondamental. Quand tu sors, quand tu vas bosser aux États-Unis, Ouais. je prends les États-Unis, hein, il y a les États-Unis wokistes, mais derrière, il y a une puissante puissance commerciale et prédatrice qui sélectionne dans ses firmes euh, les individus les plus efficaces. Et en général, ils vont prendre l'individu qui a prouvé Mhm. qu'il était excellent. Tu vois, Mais c'est ça. totalement. Et C'est tu quelque vois, chose qui est complètement différent. Tu vois, par exemple, tu as les écoles, le système des écoles américaines. J'ai des copines qui étaient dans les grandes écoles américaines comme ça. Et mhm.
ils sélectionnent des gens, ça coûte une fortune, hein, mais ça coûte une fortune parce qu'ils payent une fortune les meilleurs profs. Donc des mecs brillants qui ont eu des prix, qui ont été dans le monde du travail. C'est pas que des profs des fois, hein, c'est des mecs qui ont prouvé sur le terrain. Hein, donc c'est des profs en même temps qui ont prouvé sur le terrain qu'ils étaient excellents. Tu vois, donc ils prennent les meilleurs profs qui avaient une fortune. Ça a un coût et pour ça ils font payer les études une fortune aux gens. Mais d'un autre côté, ils accueillent les meilleurs du monde avec des bourses gratuites. On leur paye le logement, on leur paye les études, on leur paye tout. Et ils viennent, les meilleurs du monde, sélectionnés dans le monde entier, et ils viennent s'instruire dans ces études. Ce qui fait qu'en général, c'est les meilleurs du monde qui viennent gratuitement la plupart du temps, qui sont à la sortie de ces études parce qu'ils avaient été sélectionnés pour des inventions qu'ils avaient faites, parce qu'ils étaient brillants, ou même au niveau sportif, tout ce que tu veux, qui vont dans ces écoles et qui font briller les écoles en disant, regardez, on a les meilleurs. Alors, ils ont les meilleurs profs et avec les meilleurs du monde. Mais le mec, le fils de riche, qui a son école payée par son papa et sa maman, quand il va sortir, il sera très bien instruit, mais ce ne sera pas forcément un esprit supérieur. Totalement. Mais l'argent de papa et maman aura permis de faire venir les meilleurs du monde, qui auront le meilleur enseignement du monde et qui rentreront dans les plus grosses firmes du monde pour faire de la prédation sur le monde. Donc, c'est très dur, les États-Unis. Ça fonctionne comme ça. Comment s'appelle ce film avec Robbie Williams et Will Hunting. Ouais, Will Hunting, Matt Damon. Avec Matt Damon. Dans ce système avec Will Hunting, où il y a un jeune gars, le mec, lui, il est mathématicien, c'est un jeune qui est bon en mathématiques, mais c'est quand je le regardais, j'en avais l'air de dire, je dis putain, mais c'est moi. Tu vois, c'est un mec un peu brutal, un peu bagarreur, et qui a ses motifs et assez sauvage, et qui en vérité a un don inné pour la compréhension des maths. Et les mecs s'en aperçoivent parce qu'il est agent de nettoyage dans l'école. Et il est gamin, il est là, on l'a mis là parce qu'il avait fait des conneries. Alors il a un stage de civisme où il est nettoyé, puis il voit un, parce que tout le monde ne l'a pas vu, il voit un tableau où il y a le problème qu'il faut résoudre. Un problème très dur. Les mecs ont mis des mois et des mois de problèmes mathématiques. Alors maintenant, il y a l'IA, alors ça se résout plus vite. Hein. Ouais, c'est clair. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les ordinateurs, ça fonctionnait, mais ça ne fonctionnait pas encore pareil. Hein. Donc le gars, il regarde le tableau et il résout d'un coup. Ouais. Et personne ne sait que c'est lui. Et les gens pensent que c'est un des élèves. Alors ils le recherchent jusqu'au moment où ils comprennent que c'est lui et ils vont le chercher. Ils vont le chercher pour lui payer des études, pour le prendre comme assistant du prof. Et ça, c'est la méthode américaine. C'est-à-dire qu'en vérité, il est en dehors du système universitaire, mais l'université le prend quand même et on lui cherche un boulot. Alors évidemment, les premiers qui vont vouloir le recruter, c'est l'armée pour faire des codes et pour pouvoir faire des programmes informatiques pour niquer les autres et piller le monde, bien sûr, à l'américaine. Mais on voit cette prédation des cerveaux, on leur fait un pont d'or. Donc, on leur fait un pont d'or quand ils viennent, gratuit, et après, quand ils sortent des écoles, on leur fait un pont d'or. Et tout ça, avec les meilleurs profs à qui on fait un pont d'or, et tout ça financé par les fils de riches qui pourront dire on a un diplôme. Donc, c'est très bien qu'après, c'est pas vrai, le diplôme compte, parce qu'on a les meilleurs profs, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Et les meilleurs sont déjà dans l'école. Ils sont déjà rentrés, ils étaient déjà meilleurs avant de rentrer. C'est la mère de mon fils qui venait dans une école française, on lui payait l'école, et il savait très bien qu'il a une école de musique, hein, cantatrice, tu vois. Et il a fait venir pour dire, regardez, on a les meilleurs du monde. Mais non, elle était déjà meilleure avant. Ah oui. Sur l'école, je dis, Bianca, t'es dans une école, t'es une des meilleures du monde. Et oui, mais bon, c'est eux qui voulaient. Hein. Bon, elle est comme ça, elle a découvert Paris. C'est vrai qu'il y a une sacrée différence entre la France et les États-Unis. Tu sais, nous, il y a vraiment cette fuite des élites vers les États-Unis. Et puis, on a toujours cette vieille image. Vers l'Allemagne, vers la Chine, vers Israël, vers partout. Donc, tu regardes au Collège de France, tu regardes les gars du Collège de France. Alors, il y en a certains qui restent en France. Hein. Après, ils sont déçus. Mais tu regardes, les meilleurs, en général, sont aspirés ou par le Max Planck Institut ou par je ne sais pas moi, MIT ou par d'autres. Alors, on est bon en maths, hein, on a des bons matheux par contre. Hein. Je regardais, on a des mecs qui sont assez brillants. Hein. Mais ils sont en physique aussi. Mais ils sont aspirés par tous les laboratoires du monde entier. Ils font une carrière aux États-Unis, en Israël, en Allemagne ou ailleurs. Et quand ils sont vieux, c'est-à-dire qu'ils font une carrière qui va permettre à l'industrie
de fonctionner, c'est eux qui va générer des profits. Donc, ils ont eu un enseignement français de bonne qualité universitaire, mais pour s'exprimer professionnellement, ils sont obligés de quitter la France et ils reviennent à ce moment-là pour réenseigner gratuitement de façon honorifique, par exemple au Collège de France ou ailleurs. Donc, tu as les meilleurs enseignants du monde qui viennent à titre honorifique en France, mais ils ont fait une carrière, c'est-à-dire ils ont fait profiter les autres pays de leur savoir et pas de la France. C'est dingue. Donc, c'est un système qui fait fuir nos cerveaux. C'est un peu honteux, quoi. Alors, c'est un avantage aussi parce que quand tu peux aller assister ou quand tu les as sur Internet à tous les enseignements, que ce soit en génétique, en maths, je ne sais pas, ou en paléontologie, qui sont dispensés dans toutes ces écoles, tu as une formation de haut niveau. Tu n'as pas la formation laboratoire, mais tu as une formation de haut niveau. Tu vois. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue. J'ai l'impression qu'en France, on a cette vieille image de l'intellectuel binoclard qui reste sur ses bouquins et qui fait que ça. Alors qu'en fait, non, en fait, un mec hyper intelligent, il peut faire de la musculation. D'ailleurs, tu l'as prouvé. Et je sais pas, il y a cette idée qu'en France, dès que tu réussis, dès que tu as une supériorité intellectuelle, bah en fait, on va plus te faire fuir, tu sais, on va plus te dire, ah ouais, non, il est un peu différent, on va le dégager en fait, il faut juste qu'il soit normal. Bah, c'est pas ça, c'est que c'est pas très rémunéré, quoi. Tu vois, Ouais. Alors la aussi, science en ouais. France, c'est Mhm. pas très rémunéré. Quand tu vois le prix des loyers, le prix des appartes, C'est clair. il n'est pas étonnant que les mecs vont partir pour aller travailler aux États-Unis ou ailleurs, même s'ils sont obligés de payer leur sécurité sociale, même si l'Allemagne c'est un peu plus vieux et gris, des fois, ou pas forcé, mais c'est un peu austère des fois, sauf si tu te trouves à Berlin, tu vois, ou Hambourg, mais autrement, c'est pas forcément la joie de vivre, tu vois, c'est sympa, mais c'est pas la France. La France, c'est pas la France, ça bouillonne, Mhm. mais il y a un mal-être quand même pour s'en sortir, c'est très dur. Pour réussir, c'est très dur. C'est uniquement des réseaux. Il n'y a pas de méritocratie en France. Alors qu'en Allemagne, il y a une méritocratie. Aux États-Unis, il y a une méritocratie. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Ça veut dire, comme je dis tout le temps, quand il y en a un qui monte, un autre descend. Tu vois. Mais Mais, les meilleurs sont pris quand même. mais ce mal-être, il vient d'où selon toi? Parce que même toi, il me semble que t'es parti de France. À un moment donné, tu as été installé en Hongrie, je crois. Enfin, j'avais Je vis en entendu. Hongrie, moi. Ouais, donc toi, tu vis complètement en Hongrie, mais euh, Je paye mes on, impôts en France, mais ouais. je vis en Hongrie. On ressent bien ce mal-être général français, mais comment ça se fait selon toi? Bah, d'abord, c'est un pays de caste. C'est un pays où socialement, il n'y a pas de montée sociale par le travail, par le mérite. Hein. C'est comme ça, c'est un pays de serfs. Hein. Moi, j'ai dit, c'est une structure c'est une structure qui donne des Celtes, hein, euh, qui est qui était tripartite, comme on disait, indo-européenne. Bon, on va dire c'est plutôt les Celtes qui ont une structure particulière. Et après, avec avec le roi et le servage, tout ça, le paysan était le type producteur, mais il appartenait il appartenait aux terres du suzerain, du seigneur qui le défendait, Mhm. et lui-même était soumis à l'ordre du roi, et on montait pas comme ça. Donc il gérait une région et il était sous la dominance royale. Et ensuite, il y a une espèce de centralisation et on venait à la cour pour se faire bien voir du roi pour pouvoir administrer telle ou telle région et avoir des pouvoirs d'administration pour récolter des impôts et Mhm. autres. C'est pas ma spécialité, c'est pas l'histoire. Et après, ils ont été mis en concurrence, bien sûr, avec les outils de production, style les marchands et les industriels qui sont nés, donc qui ont créé la bourgeoisie et qui ont été en concurrence avec les propriétaires terriens, gestionnaires et politiques, entre guillemets, qui étaient la noblesse, d'où après la Mhm. Révolution. Mais le peuple a toujours été un peuple où il n'y a pas de montée sociale, où ce sont les petits producteurs, les petites mains, les ouvriers euh, et les, et les paysans qui travaillent Bien sûr. subordonnés à une noblesse et après une bourgeoisie productrice industrielle. Quoi. Mhm. Ça a toujours été comme ça. Et on se reproduit, on se reproduit dans son groupe social. Il n'y a pas de montée sociale à proprement parler. Alors qu'on retrouve quand même des montées sociales en Allemagne, dire même en Russie. C'est-à-dire la noblesse française, si on veut la comparer à la noblesse, bon, on pourrait parler aussi de la noblesse anglaise, mais ça n'a rien à voir puisque c'est une île et ils sont développés sur le commerce international en anoblissant euh, leur,
leur capitaine de conquête, leur capitaine, les commerçants qui allaient conquérir le monde pour eux. Parce qu'ils étaient Mhm. vite sur l'île à l'étroit, qui commerçaient avec l'Europe. Puis après, ils ont trouvé que c'était mieux d'aller pas aux États-Unis, en Amérique, c'était des terres à prendre, des commerces à faire, tu vois, pour la canne à sucre, après, le coton, le bois, les peaux, tout ça. Donc c'était des avantages. Il y a eu des guerres d'ailleurs. Les guerres anglaises, les guerres de 100 ans, on voit bien que c'est Bien une sûr. guerre. Tu sais, on va sur Bordeaux, on essaye de prendre la France parce que le haut est trop gardé pour avoir accès à la Méditerranée aussi, tu vois. Donc, Mhm. on essaye de traverser, de faire un corridor pour pouvoir commercer, étendre ses capacités de commerce et de prédation sur le monde méditerranéen qui était éloigné du monde anglais. C'est toujours des trucs économiques. Mhm. Et la France, c'est vraiment un pays de caste. Donc, on se reproduit dans sa caste. Hein. C'est comme l'Inde, hein, Proust, tout le début de la recherche du temps perdu. Euh, c'est tout un paragraphe sur le système de caste français, très similaire du système de caste indien. Mhm. Sauf que maintenant, les Indiens s'en sont aperçus, et c'est une des causes nationales en Inde, c'est lutter contre le système de caste, et qui fait partie de l'affaiblissement économique de l'Inde. Ils ont compris ça. Il fallait éduquer, faire monter les mecs. Alors, ils ont une chance, c'est qu'ils sont anglophones. Hein. Et anglophone, ça te permet d'avoir accès au monde anglophone. Donc, économiquement, c'est aussi un avantage. Tu vois, ils ont racheté, Tata a racheté, ils ont racheté quoi Rover, Mhm. Ouais. Rover, Austin, plein de marques comme Ouais. ça. Tu vois, c'est ça. Hein. Mais, Euh, mais, ils mais, sont... mais c'est vrai que. mais la France, tu ne montes pas socialement. C'est tout ce qu'on peut retrouver dans les romans français. Hein. La seule façon de monter réellement, c'est le réseautage ou le communautaire, tu Mhm. vois. Totalement. C'est C'est exactement ça. uniquement ça. Et c'est pas le mérite par le travail. Mhm. Donc, c'est tout ce qu'on voit et tout ce qu'on perçoit dans le roman français, que ça soit Balzac avec de Rubempré, tu vois, que ça soit Maupassant avec Bellamy, c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Ou que ça soit même ou Proust. On a la même chose avec Bellamy pour le système français, c'est horrible. Bellamy, c'est la montée sociale d'un beau garçon, hein, tu vois, de Maupassant, Ouais. qui est un militaire qui a combattu en Algérie, qui n'a pas été un mec très sympa d'ailleurs en Algérie, on le voit, hein, et qui était dans la cavalerie, qui se tient droit, et puis un jour il se met dans la glace, il dit mais je suis beau, je suis de belle allure, il se regarde, puis on le voit passer, et là il plaît aux femmes, et il plaît aux femmes, et il commence à séduire les femmes des bourgeois et des aristocrates, et il commence à coucher avec la femme d'un riche propriétaire de journaux. Tu vois, avant, tu avais les youtubeurs, avant, ceux qui faisaient la loi, c'était les propriétaires des journaux que tout le monde le lisait, et il y a les articles qu'on pondait tous les jours, toutes les semaines, je ne sais pas, périodiques, je ne me souviens plus. À l'époque, ça s'imprimait. Hein. Mhm. Et, et on lui fait écrire sur l'Algérie, je crois, puis après on lui fait, et puis c'est même pas lui qui écrit, c'est la femme, il ne sait pas très bien écrire. Et il se fait un nom comme ça, il monte socialement par la séduction jusqu'à aller au Sénat, où je me souviens plus, à devenir politique, et on voit la montée sociale Mhm. d'un individu qui a fait en vérité une montée sociale par la braguette, tu vois, et la séduction, un peu comme nos politiques actuelles, Ouais. tu vois, Ah bah oui, ouais, avec toutes les les. séducteurs, Ouais. tu vois, comme dit. Alors, ils ont sûrement des capacités, mais des capacités de gestion, je ne pense pas. Des capacités de compréhension du monde, je ne pense pas. Par contre, ils maîtrisent très bien, les Français, nos politiques, la séduction et la trahison. Totalement. Ce n'est pas un pays où tu montes par le mérite et par tes capacités à monter. Tu vois. Bien sûr. On voit ça partout, hein, mais Houellebecq le montre très bien aussi dans ses romans. Tu vois. Mais c'est vrai que on a l'impression que depuis l'abolition de l'Ancien Régime, tu sais, avec cette Révolution française, ça nous a apporté une forme de libération. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que pas du tout. On reste vachement enchaîné à des carcans qui sont beaucoup plus anciens. Ah oui, Et même, enfin, toi, un des sujets que tu traites aussi dans ton bouquin, c'est les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, on essaye de nous vendre de nouvelles relations hommes-femmes. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le sujet enfin, la chose qu'on disait avant, c'est qu'aujourd'hui, nos générations, notamment la mienne, se sent un peu perdues. On essaye de tout changer, on essaye de tout renouveler, et on essaye de voir aussi les relations hommes-femmes sous un prisme différent. Est-ce que tu penses vraiment que les relations hommes-femmes ont vraiment changé ou pas? foncièrement, non. Au fond d'elles, les femmes recherchent tout le temps la même chose et les hommes recherchent tout le temps la même chose. Mais étant donné qu'on est dans un monde
où il y a des médias qui influencent les gens, des fois, l'influence, elle est contre-productive et puis elle est même mortifère. Mais tout ça se rééquilibre. C'est évident que dans un monde occidental où on est quelque part en surpopulation, où le coût de la vie devient très très élevé et où le fait d'avoir un enfant devient problématique, en tout cas pour des classes moyennes françaises, je ne parle pas des riches qui, eux, sont très riches. On sait bien que les riches font plus d'enfants et que les pauvres, très pauvres, font beaucoup d'enfants, mais toute la classe moyenne productive n'en fait plus quasiment. On est très bas. Et quand la France est quand même un pays qui se démarque avec un peu plus d'enfants, mais le coût de la vie fait que les gens instinctivement calculent qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça coûte trop cher. Donc, pour un Français classe moyenne, avoir des enfants, ça voudrait dire, par exemple, s'il habite une grande ville, quitter le centre-ville où tu as toutes les commodités, où ton espace d'habitation est réduit à 30 ou 40 mètres carrés, tu vois. Alors, ça doit être du 45 mètres carrés dans les villes de province et du 30 ans à Paris, tu vois, ou même 25 pour un petit couple. C'est sûr que l'arrivée d'un bébé va t'obliger de changer d'appartement. Et là, le coût du logement va être trop cher au coût du crédit. Donc, les mecs savent qu'avoir un enfant, c'est, s'ils continuent à garder leur travail en centre-ville, parce que c'est assez centralisé, ils vont être obligés de partir et d'avoir des temps de transport très élevés, une qualité de vie qui va baisser. Donc, ils calculent en se disant, bon, en fin de compte, c'est pas important d'avoir des enfants, mais ils vont essayer de justifier leur mal-être par nous allons laisser un monde horrible à nos enfants, le réchauffement climatique, vous n'y pensez pas, le bilan carbone, moi j'ai pas envie d'en faire, et puis avec toutes les conneries qui arrivent avec je suis un homme, je suis une femme, je me fais ligaturer les trompes ou le cordon spermatique parce que je veux montrer que je veux pas augmenter la surpopulation sur Terre. Tu arrives à tout un tas de folies qui sont générées d'une façon inconsciente pour masquer qu'on ne peut pas faire d'enfants si facilement maintenant. C'est super intéressant ce que tu dis. Je trouve ça super intéressant parce que tu vois, moi, dans ma génération, au quotidien, c'est exactement les arguments que j'entends. J'entends toujours, ouais, mais avec le réchauffement climatique, ouais, mais t'as vu, c'est compliqué d'avoir un gamin, la société est anxiogène. Mais moi, ce que je réponds souvent à ça, enfin, c'est de dire, est-ce que durant la Seconde Guerre mondiale, c'était moins anxiogène? Est-ce que durant la Première Guerre mondiale, c'était moins anxiogène? Est-ce que durant la guerre de Prusse, c'était moins anxiogène? Enfin, je remonte. Et en fait, chaque génération son combat. Mais si demain, tout le monde réfléchit comme ça... Mais là, on a une angoisse permanente sans avoir de guerre, réellement. Alors si, il y a de la guerre. Il y a de la guerre en Ukraine, il y a de la guerre en Israël et en Palestine. Ça pète quand même à certains endroits. On a des guerres, elles sont localisées, qui sont en vérité on est dans une espèce de guerre mondiale parce qu'il y a des changements énergétiques, il y a de gros enjeux, et il y a des unions que certaines superpuissances ne voudraient pas voir arriver. Souvent, les États-Unis sont des faiseurs de guerre. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, mais ils sont prêts pour leurs intérêts propres, et qui ne sont pas forcément les intérêts du peuple américain des fois, qui sont les intérêts des actionnaires américains, malheureusement, à générer des guerres ailleurs, tu vois, sans pitié, c'est pas chez eux. Tu vois, c'est un problème. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, je dis c'est des organismes qui se battent pour l'énergie. Mais oui, c'est évident. On n'a pas de guerre réellement chez nous, mais on a une qualité de vie qui baisse. Tu vois, on n'a plus d'espoir. Tu vois, on n'a plus d'espoir en un monde meilleur. Tu vois, alors on vit dans des qualités correctes. Simplement, le coût d'éducation d'un enfant est élevé. On vit dans un monde très agressif, surtout la France. Je ne parle pas de l'Allemagne, c'est quand même moins. Il y a quand même des problèmes. Les pays nordiques, c'est encore autre chose. La Hongrie, c'est pas du tout les mêmes problèmes en Hongrie. Tu vois. Mais la France est vraiment le pays, je pense, d'Europe où le mal-être est le plus marqué et le plus palpable. On en parlait un peu avec Gilles Lartigot. Je reviens à ça, mais j'ai aussi... C'est-à-dire du système de caste aussi, puisque le travail a récompensé à tout homme et a un espoir de monter socialement et d'avoir une vie meilleure pour ses enfants que celle qu'il avait. Et en France, tu sais que tu ne peux pas l'avoir, tu vois. Totalement. Et j'ai aussi l'impression que le désir, c'est déporter.
Mais c'est ça en fait, j'ai l'impression que le désir aussi, il s'est déporté. Tu sais, avant, il y avait aussi une forme de volonté de vivre. Aujourd'hui, enfin, du moins, je parle pour ma génération, il y a aussi cette absence de volonté au-delà, tu sais, dans la transmission vers un enfant. C'est plus, on va se divertir. Ouais, je veux voyager toute ma vie, je veux dépenser mon argent pour moi, j'ai pas envie de perdre du temps dans l'éducation d'un enfant. Il y a aussi beaucoup cette vision-là, je pense, dans nos générations, où on se dit, attends, un enfant, c'est beaucoup trop de temps, c'est beaucoup trop d'argent, c'est beaucoup trop de contraintes, alors que je pourrais juste passer mes soirées devant Netflix, tu vois? En fait, Mais on ceci dit, vient. moi je dis à tous les Français, mais faites des enfants. Mm. C'est abdiquer devant le monde, sa fonction première, qui est, on ne dit pas de faire 20 enfants, on dit qu'on est là pour transmettre la vie. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a eu un combat de tes ancêtres qui ont aimé la vie, qui ont souffert, hein, mais qui ont aussi aimé la vie, qui se sont aimés, qui se sont émerveillés devant le monde, et il faut que cela continue. Et de C'est tant d'amour, même si le combat peut parfois être difficile. c'est vrai que c'est puissant ce que tu dis et que c'est vrai que c'est vertigineux quand tu te dis que depuis des générations, sur des générations, enfin, il y a jusqu'aux chasseurs-cueilleurs, jusqu'à les sociétés primitives, tu as un homme et une femme qui se sont reproduits entre eux, qui nous ont donné un ancêtre commun jusqu'à en venir à nous. Voilà, et après, il n'y a plus rien. Je trouve ça vachement stressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on confond, tu sais, la possibilité, la capacité, parce que on confond cette capacité et la volonté. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils veulent plus entendre le fait que, en fait, ce que toi tu dis, Frédéric, c'est absolument pas t'es pas en train de mettre un couteau sous la gorge aux femmes en leur Non, disant faites des enfants. Ce que tu obligé, hein. dis, et on Voilà. en parlait un peu avec Gilles, c'est qu'à un moment donné, tu vois, dès que tu assois ta liberté d'expression, ta liberté de penser, ta liberté d'être, on va te mettre dans une boîte et on va dire lui, il est misogyne. Mais en fait, je pense que les gens n'ont pas la capacité de discernement et la profondeur d'esprit que tu as. C'est un choix, toi, c'est ta volonté à toi, c'est ton choix, c'est ta préférence, on va dire, tu Oui, vois. c'est juste ma préférence, hein, tu vois, c'est C'est tout. Et aujourd'hui, c'est politiquement plus admis. On n'admet plus ça qu'il y ait des gens qui aient des préférences. Il faut qu'on rentre dans le moule, il faut qu'on rentre dans les cases. Et si tu rentres pas dans ces cases, de toute façon, tu es forcément un misogyne, tu es forcément Les un mecs qui disent il faut raciste. que je me déconstruise. Je dis mais attendez, tu me laisses tranquille, hein, on dirait les soviétiques, déconstruisez-vous, devenez les soviétiques à l'époque de Staline. Ouais. Il faut que de la vie apprenne à se déconstruire, c'est un sexiste, mais je ne suis pas du tout un sexiste. Donc vouloir déconstruire les gens, déjà, on est dans la dictature de la pensée ou de la police de la braguette. Je veux dire, Tu vois, c'est super intéressant parce que là, j'ai une pensée où je me dis, en fait, leur discours à eux, il est super misogyne. Parce qu'à un moment donné, la femme, si elle a envie de rester à la maison et d'éduquer ses enfants et bien s'occuper de sûr, sa maison, il faut qu'elle puisse le faire. Au même titre que la femme qui a envie de travailler, il faut qu'elle puisse le faire. mais Mais oui, aujourd'hui, ils veulent faire de la femme un objet et de la mettre dans une case. La femme, de toute façon, c'est devenu un homme comme les autres, et puis va au boulot, nous fais pas chier, et puis c'est tout, fais pas d'enfants. Mais à un moment donné, laissons les femmes aussi agir pour elles-mêmes, en fait. Point. et puis facilitons aussi à la femme la possibilité de travailler et d'avoir des enfants en travaillant. C'est-à-dire, si on Bien peut sûr. mettre des crèches dans les un peu ou des petites garderies où il y a du travail, où il y a des travail dans les entreprises, ben faisons-le. Facilitons la possibilité des femmes d'avoir leurs enfants avec un certain temps au travail. Alors, un Mhm. travail pas dangereux, tu vois, pour les aider. Euh, des congés et sans que ça coûte plus cher que ça à l'employeur. Tu vois, il y a des moyens, mais qu'on ne fasse pas des quotas. Tu vois, il faut Totalement. faciliter aux femmes la possibilité de travailler, d'avoir une vie de femme. Parce qu'après, elles cumulent deux trucs. Tu vois, donc, faut leur faciliter la vie. Tu vois, c'est Bien sûr. ça. Et puis, la vie est tellement chère que dans un couple, les deux doivent travailler pour se payer un appartement parce que tout le monde n'hérite pas. Alors, les classes moyennes, papa et maman vendent l'appartement de mamie quand il est décédé. On donne l'argent aux enfants qui vont acheter une pièce supplémentaire avec un crédit sur 30 ans pour pouvoir se loger, ce qui les rend esclaves du système. Mais ils font qu'un enfant au lieu d'en faire deux. Tu vois, donc on a une baisse démographique, tu vois, Mhm. importante qu'on est obligé de combler. Et beaucoup de femmes sont. Alors, il y a des femmes qui sont des scientifiques, mais qui travaillent beaucoup, mais souvent, tu vois que la carrière limite aussi le nombre d'enfants ou la possibilité d'en faire. Bien sûr. Statistiquement, les executive women font peu d'enfants ou n'en font pas. Tu vois, Mhm. c'est un problème. Tu vois, et il faut le savoir.
Tu vois, c'est très dur. Et c'est le système qui veut ça, parce que c'est vrai qu'être dépendante d'un connard, c'est dur aussi. Tu C'est clair, vois? totalement, Eh oui, les hommes, c'est pas forcément des crèmes, ils sont pas faciles, hein, les hommes, hein. Tu vois? Et totalement. puis ils leur font ressentir, tu vois? Donc on est dans un monde qui est difficile, on a des déséquilibres dans ce monde qu'il faut rectifier. Le monde avance en déséquilibre, hein, comme dans Star Wars, il faut rééquilibrer la force, mais le monde avance en déséquilibre rectifié. C'est Mmh. toujours comme ça. Ça va dans un sens, il faut hop, trop, il faut aller dans l'autre, hop, ça va trop dans l'autre, il faut aller dans l'autre sens. Trop de liberté, après trop de rigueur. On est toujours dans un système de rééquilibrage organique des sociétés. Après, il faut, si tu lis l'éveil des consciences, évidemment, tu prends du recul là-dessus et tu arrives à te contrôler. Tu vois, Totalement. C'est le ce que but, c'est pas de dire aux hommes, vous êtes des mâles blancs, des mâles blancs, pas que blancs, mais vous êtes des êtres dangereux, violents et dominateurs qui avaient écrasé les femmes. Non, il faut dire, les hommes sont comme ça avec ce qui peut paraître des défauts, et les femmes sont comme ça avec ce qui pourrait paraître des défauts, mais ce que tu perçois comme des défauts chez la femme et des défauts chez l'homme sont en vérité des particularités qui ont été des qualités qui ont permis à l'humanité de survivre. bien sûr. Les hommes sont très brutaux, et évidemment, bien sûr, les féminicides, il y en a, et les guerres, c'est les hommes en général qui les pratiquent, hein, et qui font des millions de morts, hein, et des milliers, et qui se tapent sur la gueule d'une façon extrêmement violente. Quand tu vas au Donbass, c'est des jeunes hommes russes et des jeunes hommes ukrainiens, avec des généraux ukrainiens, des généraux russes, qui se massacrent. Hein. Mmh. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le tas, tu Mmh. vois. Non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, enfin, je suis un peu perturbé aujourd'hui à cause à cause de la société qu'on nous vend, si tu veux. On nous vend les hommes, c'est les méchants, et les femmes, c'est les gentils. Et en fait, je trouve ça tellement intellectuellement bas, nul. C'est chiant à mourir qu'on nous explique ça tout le temps, quoi. Tu parlais en début de podcast de la société, d'ancien régime, en fait, et de la répartition des rôles distincts. Il y a toujours eu cette distinction des rôles, chacun à sa place dans la société de l'Ancien Régime. On avait la bourgeoisie, enfin, on avait la noblesse, on avait le tiers-état, qu'on appelait le tiers-état, et on avait le fameux clergé. Le clergé éduquait la population, la noblesse se chargeait de les défendre, et le tiers-état se chargeait de nourrir l'humanité. L'homme et la femme ont toujours eu, historiquement, des rôles distincts. Il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de commande, de position Il y de a des dominance. complémentarités des Voilà, fonctions. c'est ça. Le monde la société, les sociétés humaines, les civilisations se sont bâties sur la complémentarité des individus, que ce soit les hommes dans leurs fonctions. Hein, on a le maréchal Ferrand, forgeron, on a le meunier, on a l'artisan couturier, le sabotier, le puisatier, l'architecte, le guerrier, on a tout. Chacun a ses tâches. On définit les tâches. Et entre un homme et une femme, bah, il y a l'homme qui, à l'époque, traditionnellement, allait chercher l'énergie à l'extérieur pour la femme, et la femme qui, à l'intérieur, dans les sociétés occidentales où il y a un hiver, qui restait près du foyer. Et des fois, elle sortait à l'été faire des travaux des champs. Elle avait beaucoup de travaux à faire, mais près du foyer, à cause des pathogènes, pour s'occuper des petits, parce qu'elle n'arrêtait pas de, entre guillemets, parce qu'il y avait une mortalité infantile extrêmement élevée et aussi féminine. Donc, euh, quand une femme était en bonne santé, elle faisait beaucoup d'enfants parce qu'il y avait tout le temps une, une pneumonie qui pouvait en faire mourir un, ou une infection intestinale qui pouvait en faire mourir un autre. Tu Mhm. vois, donc c'était fréquent qu'on perdait beaucoup d'enfants à l'époque. Donc, tu étais obligé d'en faire beaucoup. Et les femmes, elles n'avaient pas le temps d'aller bosser à l'extérieur. Alors, elles avaient à un moment un certain boulot. Elles pouvaient aller au lavoir, se nettoyer, balayer la ferme ou la cour, aller chercher les vaches. Mais les travaux de force, ce n'était pas elles. Hein, parce Mhm. qu'en plus, et puis les travaux qu'on faisait à l'automne au froid, c'est pas elles non plus. Tu vois, parce que tu sors pas quand tu es obligé d'allaiter un petit, ou quand tu as des enfants, bah il faut nourrir. Tu as la grand-mère qui est là, hein, mais tu peux pas forcément parce que les pathogènes se développent à une certaine température. Donc, on reste près du foyer pour éviter la prolifération de pathogènes, par exemple, dans les bronches. Tu vois. Donc, les femmes du Nord, nous, on est très liés à certains pathogènes qui, qui élaguent notre humanité du Nord ou d'Eurasie très rapidement
en automne et au printemps. Mhm. C'est les périodes où il y a le plus de prolifération de pathogènes pulmonaires, tu vois, en général, ce qui est la gueule. Puis tu as aussi des gastro qui éliminent aussi, sans compter les grandes équipes épidémiques qui peuvent arriver. Mais on va dire que ça confine la femme près du foyer où il y a une certaine température qui limite les probabilités de, de développer des maladies graves, tu Mhm. vois. Si on dit ne sors pas, ne prends pas froid, c'est pas ne prends pas froid, c'est ne fais pas baisser ton organisme à telle température pour faciliter la prolifération de certaines bactéries qui peuvent soit fatiguer énormément les enfants, un homme ça va, soit les tuer. À l'époque, on les tuait. Heureusement, maintenant, il y a les antibiotiques. Il y a eu la découverte de la pénicilline par Fleming, ça nous Mhm. a fait des millions ça a empêché des millions de morts, centaines de millions de morts même. Tu vois, il y a, il y a, il y a, il y a la capacité à comprendre qu'il y avait des microbes qui pouvaient t'emporter. Donc, on désinfecte, on nettoie. Hein, et la qualité de vie aussi, le chauffage central, tout ça, ça a permis de se multiplier. Mais avant, on mourait beaucoup. Donc, les femmes restaient près du foyer. En Afrique, c'est un peu différent. En Afrique, les femmes peuvent sortir avec les petits parce que le climat est propice à ça. Donc, elles peuvent allaiter et travailler au champ. Donc, les mecs, ils gardent le territoire et les femmes, elles sont plus, euh, elles sont plus à l'extérieur, s'occupant des animaux de taille moyenne et travaillant au champ, parce qu'elles n'ont pas cette problématique des pathogènes saisonniers qu'on a en Europe. Il y a des pathogènes en permanence, hein, mais ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc, on n'a Mhm. pas les mêmes types de pathogènes. On est formé par notre milieu, donc ça fait des intelligences même différentes. La, les femmes africaines, par exemple, ont proportionnellement à leurs africains, leurs hommes, un QI qui est assez élevé. En vérité, ce n'est pas qu'elles sont plus intelligentes, c'est qu'elles ont une capacité de réflexion adaptée au monde extérieur et à la gestion territoriale. Donc, elles vont développer certaines qualités, certains points de QI sur la reconnaissance spatiale, sur pas mal de données, la gestion, le calcul de certaines choses que les Européennes n'ont pas forcément parce qu'elles Ouais. étaient confinées au foyer. Tu vois. Il y a aussi des différences en Afrique, tu vois, mais alors dans les zones sahéliennes, c'est encore différent puisque c'est très sec, hein, mais dans les zones équatoriales, en général, ce sont les femmes, même au Sahel, hein, les femmes ont beaucoup de travaux au champ et elles sont beaucoup dans l'économie. Tu y retrouves encore maintenant beaucoup de femmes dans l'économie africaine. Tu vois, les mamas, par exemple, tu regardes les réseaux de prostitution en France, c'est souvent une mama qui dirige tout ça. C'est Mhm. des femmes d'affaires Mhm. qui dirigent, qui font venir et qui font de la gestion. Mhm. Moi, celle que je connaissais, puisque je sortais le soir parce que j'allais manger très tard après avoir travaillé, il y avait toutes les prostituées africaines qui étaient là. Elles m'expliquaient comment ça se passait, tout ça. Je les raccompagnais. J'ai une super femme. Intelligence, très intelligente. Tu vois, des calculatrices et nana, des gestionnaires. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est paradoxal parce qu'on nous vante au quotidien la différence, mais en fait, on n'assume pas nos différences déjà entre un homme et une femme. Moi, je vais te dire, moi, je pense que la différence fait la force. La différence, c'est l'indistinction. Moi, ce qui me dérange, c'est l'injustice. En fait, j'ai l'impression qu'avant, les hommes et les femmes, tu sais, formaient une vraie équipe soudée qui s'aidait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt des adversaires. J'ai l'impression ils sont dos à dos, tu sais, vraiment qu'ils sont plus ensemble. Pourquoi cette complémentarité, elle n'existe plus? Parce qu'on est un peu en surpopulation à un certain moment. Et le au niveau du développement de l'économie, européenne, en tout cas on a eu besoin à un certain moment, avant, il y avait pas les machines, il y avait pas cette industrie, il y avait pas le pétrole, heu, il y avait pas le charbon même à un moment, est arrivé le charbon, et ensuite est arrivé le pétrole et puis, l'énergie hydraulique et tout ça qui a remplacé le travail des hommes, tu vois aussi, il faut savoir au champ. Donc, il y a tout ce tertiaire qui est arrivé, toute cette histoire, tout ce système de consommation qui est arrivé. Il fallait occuper les gens dans des travaux, tu vois. On est passé du champ à la ville. D'abord, on est passé du champ aux usines, à la production. Donc, il y avait besoin de beaucoup moins de paysans parce que le travail des hommes était remplacé et les animaux étaient remplacés par les tracteurs, tu vois, par les machines. Donc, on a vu cette migration. La France, elle était rurale, hein, comme toute l'Europe d'ailleurs, et elle est passée les villes, dans les villes, hein, et dans les firmes, tu vois, avec une espèce de pouvoir d'achat pour occuper les gens, pour leur donner un but. Et, et les hommes se sont retrouvés dans les usines et
pour des questions aussi d'économie, et des petits malins ont compris que les femmes pouvaient être utilisées dans les usines moins cher que les hommes, tu vois. Tu Mmh. vois, donc tu n'avais pas besoin de passer ta vie à faire des enfants, tu vois. Donc elles avaient du temps libre. Et puis comme il y avait aussi l'invention des machines, hein, tu vois, donc, la machine à laver, alors ça c'est venu après, mais il y avait le poêle à charbon, tu n'étais plus obligé de ramasser des fagots, tu avais euh, les, il y a eu l'eau courante, tu n'es pas obligé d'aller t'étais pas obligé d'aller au lavoir, tout laver ou aller chercher de l'eau, l'invention de la machine à laver. Puis après, tu as eu les fours à micro-ondes, tout ce qui fait une technologie qui a laissé énormément de temps à la femme aussi, qui a fait que la femme pouvait se retrouver dans le travail. Et puis, il y a eu les petits malins qui ont eu l'idée de dire bah, on va les prendre, puisqu'elles ont du temps libre, dans les firmes. Mais ce qui pose aussi maintenant des problèmes, on ne fait plus d'enfants. Alors avant, on a commencé à moins en faire parce qu'il y en avait moins qui mouraient. Maintenant, on n'en fait plus assez. Donc ça pose aussi un problème. Et elles sont en même temps concurrentielles aux hommes. Et ça pose encore un énorme problème parce que comme on les protège, ce qui est normal, et les hommes, c'est souvent des cons, au bout d'un moment, la femme, avant, elle était un peu obligée de rester avec son homme. Parce que si elle ne restait pas avec son homme, bah, elle allait à la rue, elle mourait. Quoi. Il n'y avait pas Mmh. de possibilités. Maintenant, il y a toutes les aides sociales. Donc, si ça ne va pas avec son homme, bah, elle peut dégager, faire un divorce, et comme elle a les enfants, elle peut demander la maison et avoir les aides sociales. Donc, la situation pour un homme est beaucoup plus difficile puisque il ne peut plus, si tu veux, s'imposer à la femme. Tu vois. Et la femme, au premier problème, peut quitter l'homme. Il y a des connards, hein, bien sûr. Hein. Donc, ça rend les couples beaucoup moins résistants, puisqu'avant, les couples, ils étaient résistants, ils étaient unis parce que le monde était dur, donc ils étaient par obligation unis. Maintenant, tu n'as plus aucune obligation d'être unis, et en plus, pour une femme, et on leur fait valoir la liberté, les hommes, ils sont méchants, tout ça. Donc, à la moindre opposition, au moindre comportement qui peut être jugé comme sexiste, masculiniste, violent, intransigeant, dominateur, euh, la femme va dégager son mec, tu vois. Elle va dégager Bien son sûr. mec parce qu'elle le peut. Parce qu'elle peut, avec les aides sociales et les pensions, partir et vivre une vie de mère sans avoir le père. Tu vois. Et le père, si tu veux, l'homme, se trouve déjà concurrencé dans le monde du travail par les femmes, et en même temps, il se trouve privé de la situation de papa. Donc, c'est tout pas bénéf pour l'homme, et c'est pour la femme, croit-elle, tout bénéf, alors qu'en vérité, elle va hériter de la double peine, c'est-à-dire travailler avec des aides sociales, ok, mais être aussi maman au foyer, donc elle va cumuler deux boulots, elle va finir exténuée. Alors que l'homme va finir dépressif, alcoolique, tout seul, sans voir ses enfants, en ayant payé à sa femme qui, avec le coût de la vie, et même avec les aides des parents, du papa et des pensions, va être obligée de cumuler deux emplois pour Totalement. pouvoir. Donc c'est la merde pour les femmes et pour les hommes. Tu vois, les hommes se retrouvent dans une espèce de solitude et un non-accès aux femmes et être rejetés par les femmes. Et les femmes, croyant accéder à la liberté, se retrouvent dans un système où elles sont épuisées en cumulant maman et travailleuse. C'est Ouais. comme ça, tu Mmh. vois. C'est un peu Totalement. dur. C'est un peu dur pour tout le monde. Tout ça va se rééquilibrer quand les femmes et les hommes vont comprendre que on est allé un peu loin dans ce système, tu vois. Mais bon, les hommes sont des gros cons. Alors quand on Bien dit sûr. les hommes frappent les femmes, non, il faut apprendre aux hommes, il faut dire attendez les femmes. Les hommes, c'est un taux de testo élevé, c'est agressif. Il y a des luttes entre hommes pour le pouvoir et pour réussir socialement, donc pour s'imposer dans le monde des hommes et avoir l'énergie pour avoir les femmes. Donc les hommes sont agressifs, mais cette agressivité, tu peux la mettre bien orientée, tu peux la mettre dans la découverte, dans le travail, dans la création. Si tu n'en as pas, tu es un légume, quoi. Tu vois, tu es un suiveur zététicien, ils appellent, voilà. Tu fais partie de la secte des zététiciens qui finit par rien faire, sauf haïr les gens derrière un écran, ce qui ne demande pas beaucoup d'énergie, en vérité, tu vois, que Mmh. celle de se réaliser dans la vie, qui est déjà beaucoup plus dure. Donc ça, c'est le problème que nous vivons, tu vois. Et c'est un problème c'est très dur à vivre pour les femmes et les hommes, Bien tu sûr, vois. mais bien sûr, surtout pour les générations comme les miennes. Je t'avoue que moi, je vois plein d'amis à moi qui, dès lors qu'ils rencontrent une nana, ils sont là en mode, ça va être une relation concurrentielle, ça va être de la méfiance, tu sais. Moi, j'envisage vraiment ma relation de couple comme on est une équipe, tu sais, on s'entraide, on a chacun un rôle.
chacun est aussi utile que l'autre, mais on va s'aider à aller plus loin, plus haut, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus hyper concurrentiel. Vas-y, et que je te dépasse et ça, tu vois. Et je trouve que c'est vachement déprimant, quoi, en termes. Ben, moi, ce que j'explique aux hommes, c'est de rien attendre. C'est-à-dire que tu prends une femme, tu es gentil avec, tu vis ta vie d'homme, tu t'imposes comme tu es, tu joues pas la comédie, parce que jouer une comédie, un jour, les masques tombent et tu vas te faire dégager. Donc, tu es comme tu es. Mhm. Et, et après, tu es responsable de ta femme et tes enfants. Et si elle veut se casser, ben, qu'elle se casse, mais tu auras accompli ton rôle de père. Et tu t'occuperas de tes enfants quand tu pourras. Hein. C'est-à-dire que tu n'abandonnes pas femme et enfant, puis tu en prends une autre et tu fais la même chose. Tu vois. Et si elle veut rester avec toi, elle reste avec toi. Dans tous les cas, tu seras père et tu auras accompli ton rôle de père. Et si elle veut vivre tout seul dans son coin, ben vas-y ma cocotte et tu vas voir comme c'est dur. Tu vois. Elle apprendra la vie, mais tu seras là aussi pour l'aider et pour aider tes enfants, puis tu en prendras une autre au passage. Je veux dire, comporte-toi en homme. Ne réfléchis pas. Je veux dire, tu prends une femme, rien de dur sur Terre. Si elle t'accompagne jusqu'au bout de la vie, c'est génial. Si elle ne t'accompagne pas jusqu'au bout de la vie, ben, elle t'aura fait des enfants, et ben c'est génial aussi. Dans tous les cas, c'est bien. Je dis oui, mais le couple, c'est bien quand ça reste ensemble. Avant, c'était une obligation. Hein. Euh, c'est bien parce que ça donne un équilibre aux enfants. Mais si tu as un papa qui est là pour aider la maman, même si la maman est une peau de vache, c'est pas grave, c'est la mère de tes enfants. Bien sûr. Donc tu t'en fous. Mais tu sais, les gens qui nous écouteraient là, ils pourraient rigoler de ce qu'on est en train de dire, de ce que tu es en train de dire. Mais non, c'est la Mais, vie. mais bien sûr, aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout les jeunes générations, on se pose énormément de questions métaphysiques, énormément de questions sur des choses qui peuvent être simples. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vivent des amours platoniques, qui confondent l'amour et la passion. Et je pense qu'ils sont vachement influencés, tu sais, parce qu'on voit à la télé, on a l'impression que l'amour, c'est Netflix, c'est toujours plus, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. Mais Oh, il y a des trucs bien sur Netflix. oui, il y a des trucs très bien. Les feuilletons coréens, c'est pas comme ça. En général, ça reste assez traditionnel. Ouais, Les feuilletons, les séries ouais. turques, c'est sympa aussi. T'as pas de wokisme dans les séries turques. Faut pas regarder les films de Noël. Ouais, mais bon, tu regardes les séries, tu regardes les séries turques ou les séries coréennes, tu es sûr de pas trop te faire massacrer la cervelle. Tu vois, Ouais, c'est après tu clair. choisis. Dans ton bouquin, alors sans en dévoiler trop, tu nous parles beaucoup, c'est de l'amour avec un grand A. Je voulais te poser une question, c'était est-ce que tu crois en l'âme sœur? Oh, tu sais, moi je dis tout le temps, la femme de ta vie, euh, c'est celle qui t'a fait des enfants. C'est-à-dire celle qui a continué la vie. Mhm. Faut vivre dans un monde qui n'est pas un monde stérilisé. Je veux dire, le combat, il se fait pour la vie. Donc, vouloir rechercher l'amour, moi je dis tout le temps, tu sais, l'amour, c'est ta maman qui te l'a donné. Tu vois, ta maman, quand tu as la chance d'en avoir une, euh, et encore toutes les mamans sont pas grandes, mais globalement, c'est les mamans qui sont prêtes à se sacrifier pour leurs enfants et qui ont une espèce d'attache organique à leurs enfants. L'enfant, pour une femme, c'est une continuité organique d'elle-même, c'est son corps, elle est sortie de son corps. Donc, c'est un amour viscéral. Celle qui te donnera de l'amour toute ta vie, c'est ta maman, tu vois, en général. Tu vois, rechercher à avoir pour un homme l'âme sœur, ça, c'est dans la religion juive, on voit ça souvent. Symboliquement, ça se comprend aussi. Mais c'est mal comprendre le sujet de l'amour. Tu vois, l'amour, c'est dans ce que nous créons ensemble. C'est dans le sacrifice, faire un enfant pour continuer le monde. Continuer le monde, c'est-à-dire continuer la conscience de Dieu en l'homme. C'est-à-dire qu'en l'homme, c'est Dieu ou le monde qui est conscient de son existence. Donc, notre combat, c'est Mhm. de combattre pour la vie et pour Dieu. Tu vois. Donc, c'est-à-dire Dieu en l'homme, quelque part, puisque nous sommes la conscience divine incarnée en l'homme, la conscience du monde. C'est le monde qui pense en nous. Si nous n'étions pas là, le monde, l'univers ne serait pas conscient de son existence. Nous sommes la conscience de cette immensité. Tu vois. Donc, le vrai combat, le vrai amour, c'est celui-là. Donc, rechercher l'âme sœur, euh, quand tu trouves une femme parfaitement complémentaire, c'est génial. Hein.
c'est l'épanouissement total. C'est le nirvana pendant un certain temps. Tu ne fais qu'un avec le monde et tu as la chance. Mais d'un autre côté, c'est Platon qui disait ça, ou Socrate, c'est Platon, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Platon. C'est Platon qui disait ça. Mariez-vous, c'est ça, mariez-vous, c'est la meilleure des choses que l'homme puisse faire. Si vous avez une bonne femme, vous serez heureux. Si vous en avez une mauvaise, vous deviendrez philosophe et c'est aussi bien. C'est-à-dire que tu comprendras la vie et les femmes. C'était une grande profondeur en vérité. Tu vois, bon, l'important, c'est que la vie continue. Tu vois, il faut vraiment relativiser. Tu prends les Totalement. femmes, tu n'attends rien. Un homme, ça prend et ça donne. Tu vois. Ce qui est vachement intéressant, je t'ai posé cette question parce que ça faisait un peu écho à ce qu'on disait avant. Aujourd'hui, on met trop d'attentes sur une relation, on met trop d'espérance, on a l'impression que on va trouver quelqu'un qui arrive à nous comprendre alors que parfois on se comprend pas soi-même, tu vois. Moi, je dis toujours action. Tu prends, tu donnes. Tu prends les femmes, si elles acceptent, bien sûr. Hein, tu Mhm. vois, et bien sûr, si elle dit non, elle dit non. Tu vois, mais bien sûr, il ne faut pas être lourdeau non plus, tu vois. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Et c'est un test pour les femmes. Mais ne rien attendre, si tu veux. Tu prends, tu donnes. Tu prends, tu donnes. Éventuellement, avoir une famille et des enfants, ce qui est pas mal aussi. Tu as dit que l'amour, c'est construire ensemble. Et ça, je trouve ça super beau. Oui, la vie, c'est fait de construire, c'est se sacrifier pour construire quelque chose. C'est regarder le monde ensemble et construire quelque chose. C'est le projet commun. C'est ce qui unit un homme et une femme, c'est le projet commun. Le crédit pour la maison et après l'enfant. Mais c'est vrai, tu vois, c'est souvent ça, tu vois. Mhm. Ce qui Et fait que les couples restent ensemble, c'est souvent le projet commun, c'est-à-dire le crédit pour la maison, hein, et après les enfants, tu vois, parce que ta femme, elle se défraîchit, tu n'es plus trop attiré, et ton homme, tu le vois avec tous ses défauts, il pète, il est dépressif, il est chiant, mais bon, vous êtes ensemble, et en fin de compte, si tu calcules bien, ouais, mais vous êtes une unité, vous formez une unité combattante qui, malgré tous ses défauts, toutes ses faiblesses, est quand même performante. À deux, vous êtes plus performant et vous pouvez continuer la vie et à la fin d'une vie, vous dites: «Bah, on s'est quand même bien débrouillé» ou pas, tu vois? bien sûr, C'est bien ça. sûr. Dans ta vision de l'amour, donc que tu raccroches aussi à Dieu qui est en nous, qui est en l'homme, j'ai trouvé ça super beau, ta vision de Dieu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, ce que tu entends par Dieu, toi? Bah, Dieu, c'est la conscience du monde en l'homme. Si tu veux, l'énergie, le Big Bang, le Big Bang génère la matière. La matière, heu, va générer, des planètes, qui vont générer, la vie et un certain moment de cette vie, un certain moment, cette vie va générer, si elle est bien placée sur une planète au bon endroit, avec une bonne température, pas trop près ou pas trop éloigné d'un soleil, hein, avec une bonne taille à la planète, hein, va générer, avec une atmosphère, va générer à certains moments une conscience dessus, un être vivant qui va générer une conscience, c'est-à-dire la capacité de dire je suis, j'étais et je serai. Et c'est cette capacité de dire je suis, j'étais et je serai qui est en vérité cette conscience qui n'est pas ta propre conscience, qui est la conscience du monde en l'homme, tu vois. C'est-à-dire que quand tu regardes un ciel étoilé et quand tu dis putain, je suis si petit, si je suis si infime dans cette immensité cosmique, euh, je ne suis rien, je suis qu'une merde. Et non, pas du tout. Tu es la conscience de cette immensité. Si tu n'étais pas là, cette immensité n'aurait aucune conscience de son existence. Tu es le petit centre conscient du monde, mais ce petit centre conscient du monde est en tout lieu de l'univers où un homme s'émerveille devant un ciel étoilé. L'homme, c'est le passage obligé, si tu veux, qui mène à la conscience. C'est-à-dire que c'est en l'homme que la conscience, la capacité de dire je suis, j'étais, je serai, avec des notions de temps, s'exprime pour la première fois. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas un jour mise plus ou moins dans la matière, euh, dans des espèces d'IA, peut-être même un jour purement maintenu énergétiquement, une vibration, je ne sais pas, mais si tu veux,
l'homme, c'est le point oméga du monde, c'est-à-dire c'est l'apparition de la conscience et le réveil de Dieu. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, quand l'homme dit je suis, que Dieu se réveille. Avant, il est émotion dans les animaux, mais il n'a pas conscience. Il est conscient si de la souffrance ou ce que tu veux, mais il n'a pas cette capacité de l'exprimer. Et c'est par cette capacité de l'exprimer donnée par le Verbe qu'apparaît justement Dieu et la spiritualité. Alors, on va dire oui, c'est du blabla, et je n'ai pas du tout, je vais t'expliquer techniquement, et tu verras, c'est là-dessus que je mérite un prix Nobel, si tu veux, les mecs n'ont pas compris, mais je suis un grand scientifique. Alors, ça fait rire les mecs, tu vois, mais qui rigolent pas trop longtemps parce que ça fait rire les idiots, si tu veux. Si tu veux, le fait d'être un être spirituel capable de concevoir Dieu, c'est une suite logique de l'évolution humaine et c'est lié à l'homme. D'abord, c'est lié à la bipédie, c'est lié à la sortie d'un singe bipède de forêt en savane. C'est-à-dire que quand nous sommes en savane, nous sommes bipèdes à un certain moment, nous nous dressons, et nous nous retrouvons par des effets, par obligation, nos ancêtres se sont retrouvés des petits singes bipèdes en savane, ce qu'on appelle plus ou moins des australopithèques, tu vois, qui se sont retrouvés en savane. Alors, il y a de fortes chances que les australopithèques aient généré pour la première fois cette conscience divine, de façon très primaire au départ, mais ils l'ont généré. C'est-à-dire que le fait d'être bipède en savane, c'est d'être dans un lieu qui n'est pas la forêt. La forêt, c'est pour qui a vécu, comme moi, forêt équatoriale humide, qui a survécu. Donc, c'est le présent partout. Donc, tu ne peux pas montrer l'horizon, tu as le présent en permanence. C'est un brouhaha d'insectes, d'oiseaux en permanence, et très agréable aussi, tu vois, mais c'est le bruit de la nature en permanence et il n'y a pas d'horizon en forêt. Quand tu te retrouves en savane, tu es dans une grande plaine herbeuse, d'ailleurs très dangereux pour les australopithèques, puisqu'il y a beaucoup de fauves, ils ne peuvent pas se réfugier, il n'y a pas tant d'arbres que ça, donc tu es obligé de faire très attention. Ça oblige ces singes à être encore plus unis et solidaires. Et donc, tu peux indiquer où tu vas et où tu viens avec ton membre supérieur libéré de la locomotion quadrupède, puisque tu es bipède. Donc, tu peux indiquer le futur où tu vas, par le pointage, et le passé d'où tu viens. En indiquant le futur et le passé, le pointage, tu indiques le temps. Tu mets un son sur un geste, où je vais, tu indiques où tu vas, où je vais, donc le futur, je viens, donc le passé, la flèche du temps. Tu enlèves le geste et il te reste dans le langage verbalisé, il te reste des notions de temps. On est le seul animal, avec plus ou moins l'éléphant, mais lui, il l'a gestualisé, des notions de temps dans le langage. Et ça, c'est ce qui fait l'homme. C'est cette capacité par le langage à s'extraire de l'immédiateté, tu vois, de l'ici et maintenant. Tu peux enfin communiquer sur le futur et le passé. Mais attention, les animaux anticipent des actions, pensent à l'avenir et se remémorent le passé. Mais en aucun cas, ils ne l'expriment d'une façon très succincte. Mais ils n'ont pas cette capacité d'expression. Et ce qui fait l'homme, c'est la capacité d'exprimer le temps par d'abord le geste et ensuite par le langage et par des notions de temps qui sont des sons associés à des gestes et ensuite ces sons qui restent dans le langage. Et d'ailleurs, si tu analyses l'air de Broca, il est à gauche, et il est à gauche parce que nous sommes droitiers, espèce droitière, pour faciliter les interactions et les accélérer entre nous, ce qui facilite la survie du groupe. Tout le monde est droitier, c'est mieux. Et à ce moment-là, tu indiques les directions avec le bras directeur, le bras droit, donc tu indiques les notions de temps, et tu vas développer du côté gauche du langage, du côté gauche, un langage, une partie, tu vas développer, tu vas accentuer un peu les zones du langage du côté gauche, puisque ce sont les zones qui indiquent la temporalité. Donc, tu vas commencer à penser à l'avenir, au futur. Donc, tu vas commencer à te latéraliser au niveau de la communication aussi langagière dans l'hémisphère gauche, bras droit, hémisphère gauche, aire de Broca. Le langage, il est sur toute la surface, mais on va dire qu'il y a des zones de localisation qui sont bien sûr liées au fait d'être un animal droitier indicateur spatio-temporel. Donc ça, c'est assez formidable de comprendre que tu peux commencer à plusieurs à organiser des actions futures par la préméditation. Tu vois, tu peux dire très primitivement, tu vas aller là-bas, je vais aller là, toi reste ici, moi je vais là-bas, nous allons chasser un lion qui est là-bas. Donc tu vas commencer à préméditer des actions en groupe, ce que les autres animaux ne font pas. Ils le font instinctivement, ils se suivent, ils ont des réflexes conditionnés ou qu'ils ont acquis par leur
par leur éducation ou qui sont programmés en eux, mais en aucun cas ils communiquent sur le futur. Nous, on peut organiser par le langage des actions relativement complexes, on dit un animal historique par là, et on peut aussi parler du passé, donc des choses importantes, pour consolider les connexions neuronales qui correspondent à des actions importantes, donc augmenter notre mémorisation des choses. Donc à ce moment-là, plus tu vas rajouter là-dessus des compressions de données sensorielles et émotionnelles en mots, tu vois, donc c'est le langage humain, c'est propre du langage humain, et à ce moment-là, tu vas avoir une interface sonore qui correspond justement à des émotions et des sensations, donc au monde que tu vois et au monde que tu ressens, et aux émotions que tu as, qui va te permettre de communiquer très rapidement sur les choses, puisqu'au lieu de, quand tu décris un lion, par exemple, quand tu es en savane, quand tu dis lion, tu n'as pas besoin de dire lion, tu vas le stocker dans quelques neurones qui correspondent à la vibration sonore lion, le son que tu reçois. Donc, mais tu n'as pas besoin de ressentir le lion avec son odeur, avec son toucher, avec sa forme, avec son son. Tu casses tout ça dans le lion et tu peux très vite parler de beaucoup de choses, mais bien sûr, sans approfondir ta visualisation. Ça sera comme de la vision faible définition, tu vois. Et si tu veux ralentir ta pensée, tu vas ralentir ta pensée. À ce moment-là, tu vas visualiser avec plus de précision, avec plus de neurones, le lion, pour pouvoir bien visualiser les choses. Mais dans ta communication, tu as cette interface sonore qui te permet de parler avec les notions de temps de beaucoup de choses en basse définition, tu vois, ce qui te permet d'avoir une communication extrêmement rapide de choses extrêmement complexes sans avoir à définir au niveau émotionnel, au niveau visuel et sensoriel cette chose avec précision. Mais tu peux le faire si tu ralentis ta pensée. Alors, ça permet à nos petits singes de communiquer extrêmement rapidement cette interface sonore en son, c'est une compression de données sensorielle, de communiquer extrêmement rapidement sur le futur et le passé et d'être capable, par le langage, de faire visualiser aux autres des choses. Donc, on n'a plus à enseigner par l'exemple, on n'a qu'à enseigner par la parole, tu vois. Mais je peux très bien aussi, si je suis un homme, un vrai, te l'expliquer par le verbe. Donc, ça veut dire que par le langage, je peux instruire 100 personnes en face de moi, tu vois, sans être obligé de leur montrer. Tu vois, c'est fabuleux. Et je peux parler de choses qui ne sont pas en face de moi. Donc, c'est fabuleux, ça. Ça te permet, à ce moment-là, de parler à des milliers de personnes, des centaines de personnes, et de faire visualiser à des gens des choses qui ne sont pas ici. De parler du futur, de parler du passé. Et tout ça va enclencher donc, cette capacité de prédation sur le monde, mais aussi la spiritualité. C'est-à-dire que le fait de se projeter spirituellement dans le futur, ou dans le passé, ou dans d'autres lieux, va te donner la capacité de te concevoir en esprit, sans le corps, en d'autres lieux et d'autres temps. Donc de concevoir l'esprit. La spiritualité naît. Tu te conçois. Et comme quand tu te projettes spirituellement dans le futur, tu es obligé de te projeter à un certain moment par le verbe à la finitude, c'est-à-dire à la mort. L'angoisse de la mort arrive, et cette angoisse de la finitude, c'est ce vertige du fait du non-être, te pousse à comprendre que si je meurs, je disparais. Oui, mais cet esprit que je projette par le verbe dans le futur et le passé, cet esprit peut peut-être rester. L'esprit est aérien, je l'envoie dans les airs, je l'envoie en d'autres lieux, en d'autres temps. Donc tu te dis, cet esprit que je projette par le verbe, ça se trouve, cet esprit reste. Et à ce moment-là, tu conçois l'esprit, tu vois, qui reste après la mort et la décomposition des corps. Et tu conçois par le verbe l'esprit sans le corps, et tu conçois par le verbe la possibilité de conserver cet esprit sans le corps après la mort. Et à ce moment-là naissent les premières croyances, l'esprit des morts, l'esprit des ancêtres, ensuite l'esprit des animaux que tu chasses, l'esprit du soleil, l'esprit de la pluie, l'esprit de tout. Et un jour, tu conçois l'esprit créateur de toutes choses, Dieu, l'esprit du monde, d'abord les dieux, et ensuite Dieu, l'esprit du monde, créateur de toutes choses. Et c'est comme ça que naît la religion et la spiritualité. La spiritualité naît du verbe, et Dieu naît du verbe aussi. C'est dans les religions, au commencement était le verbe, au commencement était la parole. Sans parole, il n'y a pas de spiritualité. Sans verbe, il n'y a pas de spiritualité. Et sans verbe, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire Dieu rentre en nous à ce moment-là, la notion de Dieu, générée
par le Big Bang. Tu vois. C'est merveilleux, tu vois. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que nous générons le concept de Dieu et nous comprenons après que nous sommes Dieu quelque part. Un Dieu mortel, mais un Dieu éternel dans tous ceux qui vivent, puisque c'est toujours le même monde qui vit en chacun de nous. Simplement, c'est toujours la même conscience divine du monde, de la globalité de l'univers qui génère la vie et la conscience, qui vit en chacun de nous, mais d'un point de vue spatial et temporel différent selon les individus. C'est-à-dire que la femme qui est en face de toi, bah c'est toi. C'est toi Dieu, c'est pas toi. C'est pas moi Frédéric, Bien si tu sûr. veux. Mais c'est moi Dieu qui est en face de Dieu, tu veux. C'est Dieu qui s'aime, c'est Dieu qui se reproduit, tu vois. C'est super intéressant ce que tu dis parce que Mais tu sais, dans la religion hébraïque, on dit que comment ça s'appelle le truc qu'il portait là sur le dos dans le temple, l'arche perdue, que la représentation divine, c'est l'union d'Israël à Dieu, tu vois. En fin de compte, que pour s'unir d'une façon, l'union la plus forte que tu peux avoir à Dieu, c'est l'union que tu as avec ta femme. En réalité, c'est l'union pour continuer la vie. C'est le moment où on fait un pour continuer la vie. c'est super beau ce que tu dis, c'est transcendant parce que tu mets des explications sur des choses que les gens pensent qu'on a sorti comme ça du chapeau. Tu sais, Non, rien du chapeau. voilà, on a l'impression que, en entendant certains, que les religions, on a sorti ça comme ça, sans raison apparente. Et là, tu es en train de mettre des mots sur l'apparition des religions et je trouve ça incroyable. Vraiment. Personne ne l'a trouvé. Je dis, normalement, j'ai un prix Nobel. Je veux dire, c'est même, si tu veux, les notions de temps et le verbe et tous les progrès linguistiques, c'est ce qui a généré l'explosion du cerveau humain en volume. C'est-à-dire que un gros cerveau qui n'a pas de notion de temps et qui n'a pas de compression de données en mots est inutile parce qu'il consomme trop d'énergie. Le cerveau est un énorme consommateur de sucre, donc c'est un organe qui, chez l'homme, consomme énormément d'énergie. Donc c'est un organe qui, s'il n'avait pas cette capacité de réflexion intense lui permettant d'aller chercher énormément d'énergie pour pouvoir se reproduire et se multiplier, n'aurait aucun intérêt. Et pour ça, il faut avoir des notions de temps. Donc l'avantage d'un cerveau, de notre gros cerveau, c'est qu'il nous permet, même s'il consomme énormément, d'aller chercher encore plus d'énergie. Tu vois. Donc c'est fantastique de comprendre ça. Et c'est lié aux notions de temps. Et il faut savoir que c'est tellement efficace que ces notions de temps et ces compressions de données en mots sont tellement efficaces que pour aller chercher l'énergie, qu'à chaque progrès linguistique, toute mutation entraînant une prolifération neuronale dans la zone de la cognition, de la mémorisation, est sélectionnée parce qu'elles apportent un plus, parce qu'elles sont enfin utiles pour conserver de la mémoire et effectuer des calculs très complexes pour pouvoir aller chercher encore plus d'énergie pour se reproduire. Donc à ce moment-là, le cerveau humain va exploser en volume. Et il n'explose pas en volume parce que tu as trouvé des outils ou parce que tu as mangé de la viande. Beaucoup d'animaux utilisent des outils. Hein, c'est assez fréquent. Les singes ont des pierres, ils cassent des noix, ils ont des brindilles, ils les mettent dans des trous pour aller chercher des termites. Ils enlèvent sur les brindilles tout ce qui peut être. Donc il y a une conception du futur, tu vois, mais ils n'ont pas cette capacité de parler de l'avenir. Ils restent figés même s'ils sont très intelligents, tu vois. Et le fait d'être carnivore, c'est pas ça qui te rend aussi plus. Ça favorise à cause des acides gras essentiels là, et l'apport énergétique donné par les graisses animales surtout, pas par les protéines. Mais c'est pas ça. Les lions, ils mangent de la viande. Hein, et c'est pas pour ça qu'ils envoient des satellites sur des comètes pour vérifier de quoi c'est fait. Tu vois, c'est formidable. Ou qu'ils envoient des hommes sur la Lune. Tu vois, c'est pas pour ça. Non, ce qui fait l'homme réellement et ce qui enclenche le développement du cerveau, c'est les outils linguistiques. Et à chaque outil linguistique, chaque mutation entraînant une prolifération neuronale est sélectionnée. Autrement, s'il n'y avait pas ces outils linguistiques, cette mutation, par le fait qu'elle consomme trop d'énergie, aurait été éliminée. Et tu restes avec un petit cerveau, parce qu'il n'a aucun intérêt. Un gros cerveau n'a aucun intérêt s'il ne te rapporte pas d'énergie, pareil, parce que ça consomme trop. Donc là, on a un truc qui
qui dépense énormément d'énergie, mais alors qui te rapporte encore plus. Tu sais, c'est un investissement boursier qui coûterait cher, hein, mais qui te rapporterait encore plus. Ça, c'est l'homme. Mhm. Il n'est pas économique, hein. Et après, il est obligé de bouffer toute la planète. Et ces outils d'analyse comme l'IA, ça bouffe aussi énormément d'énergie. Mais alors, qu'est-ce que ça va en rapporter? D'ailleurs, dans ton bouquin, tu en parles de ça, hein. Tu dis que nous sommes des êtres spirituels capables de se projeter dans notre avenir. Et tu parles de la fameuse phrase, tu sais, Memento Mori qu'utilisaient les pirates. Souviens-toi que tu vas mourir. Et ça, je trouve ça vraiment fort, tu vois, comme expression. On se rappelle à chaque instant, on a cette idée de la mort qui va peut-être parvenir demain, peut-être plus tard. C'est les empereurs romains qui disaient ça. Ouais. Après, ils étaient sur leur char, il y avait un esclave derrière qui portait les lauriers de la victoire, aimés et adulés par le peuple, honorés, et il lui rappelait, souviens-toi que tu vas mourir. C'est-à-dire, tous les hommes finissent en poussière. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mais ce qui est merveilleux, c'est de se dire que je vais mourir, mais je reste éternel dans ceux qui vivent. Mhm. Je suis là. Je suis là en tant qu'être divin. C'est-à-dire, c'est toujours le même Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous. Je suis C'est l'incarnation de Dieu, comme Jésus le disait. Tu vois. Et ce que disent les musulmans, tu vois, des fois, c'est tout le monde, la sagesse, toutes les religions sont. Bon, leur sagesse, elles sont adaptées à des hommes en fonction des climats, mais les musulmans disent souvent j'aime Dieu en toi. Parce que les musulmans disent il y a une seule chose à vénérer, c'est Dieu. Ils ne sont pas tort. La seule chose qu'il faut vénérer, c'est Dieu. Dieu. Et pour aimer, c'est aimer et vénérer Dieu. Pour aimer et vénérer Dieu, comment tu veux faire? Ben, il faut servir, il faut aimer et servir Dieu. Et pour aimer et servir Dieu, il n'y a qu'une solution. C'est aimer et servir les hommes. C'est tout. Puisque nous sommes conscience divine. Donc c'est le secret. Bien sûr, ton ennemi, c'est Dieu. Et des fois, il faut l'éliminer parce qu'il nuit au groupe. Donc il nuit à la majorité. mais Alors bien sûr, il y a des gens qui veulent t'éliminer parce qu'ils veulent prendre ton énergie et qui sont nuisibles au groupe aussi. Donc ceux-là, il faut les éliminer aussi. On ne dit pas qu'il faut te faire massacrer. On dit que sûr. tu dois aimer même tes ennemis, même si tu les élimines. Car tu sais que ce sont des consciences divines qui n'ont pas conscience de leur divinité. Et quand tu fais du mal, enfin quand tu te protèges de quelqu'un qui te fait du mal, indirectement, tu te fais du mal aussi à toi-même. Bah, indirectement, il faut limiter la souffrance. Mhm. Malheureusement, des fois, tu es obligé de faire souffrir l'autre, tu vois. Mais le but d'un homme, c'est le but de la vie, c'est de continuer la vie, bien sûr, et d'être heureux. Mais la joie ne peut être conçue que par rapport au bonheur, à la souffrance, Mhm. tu vois. Et d'ailleurs, c'est Jacques Brel aussi qui disait La- ça. la- le plaisir ne peut être conçu que par rapport à la souffrance, la joie par rapport à la tristesse. C'est des intensités, mais il faut essayer de rechercher la joie et le bonheur. Tu vois. Ce que disait Raël, il n'a pas tort, Raël. Nous sommes faits pour être heureux. Oui, on est fait pour être heureux. Mhm. Il grattait sa guitare en disant que les éléments arrivaient et il regardait les anges, ces anges avec des plumes roses, que les Elohim arrivent ou pas, qu'il les ait inventés ou pas, tout le monde était heureux. Aux gens qui nous écoutent là aujourd'hui et qui te demanderaient, mais Frédéric, comment je fais pour être heureux? Tu leur dirais quoi? Il faut relativiser déjà. Tu vois, tu as le chauffage central, tu chies dans des chiottes où tu peux tirer la chasse. Hein, tu sais, avant, C'est tu clair. étais obligé de te torcher avec de l'herbe, hein, et puis il faisait froid, tu étais obligé d'aller chercher du bois, et puis tu as mangé, hein, il faut dire ça, tu vois, et puis essayer de ne pas être un esclave, c'est-à-dire essayer d'améliorer sa situation en prenant conscience de qui tu es, où tu es, tu vois, et ça c'est le principal. À partir du moment où tu prends conscience du monde, tu vois, et de ce que sont les hommes, tu en veux à personne. Même les politiques, ils sont comme ça parce que le monde les rend comme ça, Mhm. tu vois. Après, il faut essayer d'être bon. Il n'y a rien de plus agréable au monde que de te regarder dans la glace en disant je suis un homme bon. Tu vois, c'est ça. Le miroir est fondamental. Mhm. Tu vois, j'agis pour le bien des autres et pour mon bien. Alors, pour ton bien aussi, tu ne vas pas te laisser massacrer. Tu vois, mais il faut agir pour soi et pour les autres. Mhm. Puisque si tu commences à dire que pour les autres, tu vas te détruire progressivement parce que tu n'as pas assez. Si tu agis que pour toi, tu détruis le monde autour de toi. Tout est un équilibre, tout est la voie du milieu. Il faut trouver la voie du milieu. Tu vois, mais il faut toujours relativiser les choses.
Tu vois, jusqu'au moment où tu ne peux plus relativiser les choses et tu dis, bon, il est temps que je parte. Totalement. Et dans ton bouquin, parce que tu l'as abordé un peu là, juste en amont, tu nous as parlé de libre arbitre. C'est une notion aussi que tu utilises dans l'éveil des consciences. Et tu nous l'expliques aussi avec le terme de liberté. Pour toi, le libre arbitre n'existe pas réellement. Non. Il faut se battre et chercher la liberté. Donc, mon livre s'appelle L'éveil des consciences ou comment devenir un homme libre. Donc, le but, c'est de chercher de chercher à être libre en sachant que nous sommes programmés, puisque nous ne sommes pas réellement libres de ce que nous sommes. Tu vois. Donc, il Mhm, faut se libérer de la hiérarchie des hommes pour devenir symboliquement esclave de Dieu. Tu vois. C'est ça que je veux dire. mhm. C'est-à-dire agir pour le bien du monde et le bien de Dieu. Mais les gens qui se croient libres, je suis libre, j'ai ma liberté de penser, je dis attends, on va relativiser. Tu es la mémoire génétique de ta lignée. Donc ce sont des automatismes. Alors, Bien tu sûr. as une certaine biologie qui réagit de telle façon au monde, mais tu es des automatismes de réaction hérités de tes ancêtres euh, qui font que tu réagis d'une certaine façon au monde, automatiquement, parce que tu reçois du monde par tes sens. Tu es aussi ton éducation et ta confrontation au monde. Ce qui fait que ton éducation et ta confrontation au monde remplit ta petite cervelle d'automatismes de réaction, de réflexes conditionnés, si tu veux, tu vois, que tu vas avoir en fonction de ce que tu as vécu. Et ça fait ta personnalité, un mélange de génétique et d'éducation et de confrontation au monde qui font ce que tu es et qui se modifient en permanence puisque le cerveau est relativement malléable et comme tu reçois toujours des choses nouvelles du monde, tu modifies tes connexions neuronales et tes réactions automatiques au monde. Et quand tu dis je suis libre de ce que je veux penser, je dis n'oublie pas que tes pensées surviennent sans que tu en contrôles leur venue. C'est-à-dire que tes pensées surviennent en fonction de ce que tu reçois par tes sens du monde. Donc, tu es un automatisme de réaction, quoi que tu le veuilles, Bien sûr. tu n'es pas libre. Mais le savoir te permet déjà de, et le savoir et comprendre ton animalité et tes programmations, te permet déjà de maîtriser ton animalité et tes programmations pour devenir, en quelque sorte, un homme libre, libre de maîtriser cela. Mais cette capacité de maîtriser tes programmations génétiques est aussi une programmation venue de ta conscience du monde que tu viens d'avoir grâce à l'éveil des consciences, qui est une programmation en vérité, Mhm. mais D'ailleurs, une programmation libérante, ça, d'une ça- certaine te libérant de ton animalité. ouais. Mais tu restes quand même une programmation. Tu parlais de l'IA justement tout à l'heure. Est-ce que dans un monde où l'IA serait surdéveloppée, est-ce qu'on pourrait arriver à une sorte de Minority Report? Je sais pas si tu l'as vu le film avec Tom Cruise, où en fait on arrivera à prédire les comportements futurs des personnes? Ben, on arrive déjà à prédire les comportements futurs des personnes, puisque en analysant les réseaux sociaux par des IA, qui font des calculs très très impressionnants, ils arrivent à voir dans la modification, par exemple, des termes agressifs des gens sur leurs réseaux sociaux, leur état hormonal, tu Ouais, vois, c'est vrai, carrément. ou leur état psychique. C'est-à-dire, ils voient par exemple que tous les 27 jours, euh, Samantha va vouloir s'acheter des habits et du rouge à lèvres. Et il va se dire, ah, elle a une variation hormonale, et à ce moment-là, l'IA qui est derrière va envoyer automatiquement des pubs sur son Facebook ou sur ses réseaux sociaux de rouge à lèvres, de petites culottes sexy et de parfums. Et pareil, C'est vrai. l'IA peut voir en fonction de tes recherches, des mots que tu emploies, agressifs plus ou moins, que tu vas être sensible à tel type d'achat ou tel type tel type d'achat ou tel type de communication. Tu vois. Si tu Mhm. commences à dire que tu es dépressif, que tu en as marre, que ton travail ça va pas, ils vont voir dépression, travail, recherche, tu vois. Elle va accumuler tout ça d'une façon bébête, hein, mais c'est des milliers de calculs, et elle va t'envoyer des pubs euh, comment ça s'appelle, développement personnel Mhm. ou des pubs pour t'orienter vers des formations payantes. C'est Ah oui, dingue. il y a du business derrière. C'est C'est horrible.
C'est hallucinant. Et est-ce qu'on arrivera à une société où finalement le crime sera évitable grâce justement à cette prédiction potentielle? Non, non, parce que, il y a toujours des organismes qui pètent un câble, si tu veux. L'imperfection d'un système fait partie de la perfection. Donc tu as toujours, des imperfections, un peu comme des mutations dans le système, génétique, qui sont en vérité des portes de sortie. C'est vrai que si tu as la progéria, si tu as une mutation qui génère chez toi la progéria, c'est une mutation qui est tout de suite éliminée parce que le gamin ne se reproduit pas et il y en a un sur un million. Donc ça ne se conserve pas. Mais tu peux avoir quelques imperfections du moment qui seront plus tard les perfections de l'avenir. Tu vois, c'est-à-dire les perfections, les adaptations au milieu de l'avenir. Donc les systèmes sont faits pour ne pas être parfaits. Parce que le monde est en mouvement. Donc, la perfection, ça ne plaît pas. Si tu veux, il faut toujours avoir une imperfection quelque part, parce que la perfection, c'est la voie de sortie en cas de changement de milieu. Tu vois, alors il y a imperfection, imperfection. C'est sûr que si d'un seul coup, il te manque deux jambes, ça ne sera pas forcément, Bien ça sûr. sera pas forcément conservé, tu vois. Mhm. Mais euh, les dernières études qu'on m'avait envoyées, là, parce que même, sur l'hyperactivité, ça se serait conservé chez les humains et ça aurait permis, par exemple, dans certaines sociétés de fonctionner parce que ça permet aux individus de ne pas se focaliser sur une seule tâche. Tu vois, quand ils trouvent, par exemple, de la nourriture près d'un arbre, le fait de se lasser très vite permet d'aller à la conquête d'autres territoires caloriques. Donc, Mhm. ça serait conservé justement par le fait d'être pas capable de rester au même endroit, qui permet en vérité, par cette instabilité, d'aller ailleurs chercher la nourriture. Tu sais, on dit, comment ça s'appelle, le trouble de Attention. l'hyperactivité, quoi. Trouble de déficit de l'attention. Voilà, le trouble de déficit de l'attention est en vérité un trouble qui te permet d'avoir par une attention qui est, euh, qui est déficitaire en concentration, la possibilité d'aller chercher de l'attention ailleurs et de la découverte. Donc ça, c'est une théorie, mais une théorie qui n'est pas con du tout, tu vois. C'est vrai que Et c'est un c'est défaut l'équilibre. voilà, ça s'équilibre. Un mal pour un bien. Donc, l'IA ne pourra jamais vraiment dominer les choses. Elle peut dominer, elle va être hyper importante, elle va éliminer pas mal de boulot dans la société, tu vois. C'est... Mais elle va aussi faciliter la vie des hommes. Mais elle va aussi permettre à des hommes de faire des prédations très importantes sur des groupes humains. Tu vois, c'est avec une lutte. Chacun utilisera l'IA pour maîtriser le monde. Ça te fait peur, toi, l'IA? Non, c'est comme la photographie, ça fait peur, non. Ça n'a jamais fait disparaître la peinture. Mhm. Elle a limité, mais bon. Tu, Non, tu- après, je vois, par exemple, ils sont en train de faire des animations par IA, c'est formidable. Mais j'écoutais des émissions sur ChatGPT et sur toutes ces IA formidables. Et tu as des gars qui créent des images. Ça, c'est sympa. Mais tu vois que pour les doigts, les mecs, il n'y a pas assez de données pour les doigts. C'est pas bon. Et puis, tu t'aperçois que toutes les IA ne se valent pas. Qu'il y en a, bon, c'est sympa, mais bon, là, le muscle biceps, il est mal mis parce que. Alors, l'IA, pour qu'elle fonctionne bien, il faut savoir lui parler. Et pour savoir lui parler, il faut déjà que toi, tu sois capable de bien visualiser quelque chose et d'être capable de bien employer des termes qui sont comprises par l'IA. Donc, l'IA va remplacer l'homme, mais il faut qu'elle ait en face un homme capable de bien parler à l'IA, C'est de ça. bien lui exprimer ce qu'il veut. Et pour ça, il faut que l'homme soit capable de bien visualiser ce qu'il veut et de bien être capable de modifier ce qui est visualisé par l'IA. Tu vois? Donc, c'est une complémentarité. Il faut que d'abord l'homme, c'est-à-dire qu'une IA qui va réaliser une image formidable est une IA qui est réalisée par un homme capable déjà de visualiser, donc un artiste quelque part. Même si cet artiste n'était pas capable de faire la jonction bras-main, comme la plupart des artistes sont, s'il est capable de faire la jonction bras-main, plutôt cerveau-main, s'il est capable de faire la jonction cerveau-langue, donc la langue sera un peu son pinceau quelque part, bah, il pourra générer des images fabuleuses issues de sa cervelle, que l'IA interprétera. L'IA, elle n'invente rien. L'IA, elle est capable d'aller chercher des données en quantité industrielle et de traiter énormément de données. Tu vois, c'est ça. C'est ça l'avantage de l'IA. Tu C'est vois. vraiment un enjeu d'avenir incroyable. Je pense qu'on Et devrait puis là, en vraiment en parler. médecine, quand tu passes, tu mets toutes les images médicales et tu vois, tu mets bah, ça, c'est telle problématique de hanche, telle problématique de hanche.
et puis l'IA te montre des images de l'imagerie médicale de hanche que tu fais sur un mec qui vient d'avoir un accident, tu n'as même pas besoin de regarder et elle t'analyse tout ce qu'il a eu en fonction déjà de toutes les pathologies traitées pour te dire il a une fracture à tel endroit, de tel endroit, qui demande tel traitement. Bien sûr, derrière, tu as un mec qui doit regarder. Parce qu'il y a tout le temps possibilité aussi qu'il y ait une erreur, que l'individu, en fin de compte, ça soit pas si grave. Il y a toujours des bugs qui peuvent arriver. Donc, il ne faut jamais enlever l'humain. Mais tu t'aperçois que pour les diagnostics, c'est fabuleux. Tu vois Complètement. Même en juridique, le mec, il va chercher jurisprudence pour si. Puis, tu n'as plus besoin d'avoir 3 petits avocaillons qui sont là avec un, comment ça s'appelle, un partenaire, je ne sais pas quoi, là, qui les dirige. Tu appuies un bouton et puis tu as toute la jurisprudence qui apparaît sur ce domaine. Ça va être incroyable. Ah bah oui, bah ça c'est l'IA. Au niveau médical, tu n'as plus besoin des fois de faire d'expérience sur certaines molécules. Tu vois, il suffit de prendre une molécule, de tester une molécule par l'IA, c'est-à-dire regarder en fonction de la molécule les attaches qu'elles peuvent avoir avec telle autre molécule que tu trouves dans la nature, pour savoir la molécule que tu vas créer, quels vont être ses effets bénéfiques et négatifs sur l'organisme, puisqu'elle va calculer par la structure de la molécule toutes les attaches moléculaires possibles avec toutes sortes de molécules créées dans l'univers ou même inventées. Donc, elle va te générer les anticancers les plus efficaces, ceux qui ont le moins d'effets secondaires, ça veut dire ceux qui, par cette forme de molécule, ne vont pas générer par interaction d'autres problèmes sur le corps, uniquement par le nombre d'attaches que peut avoir cette structure moléculaire et ses capacités d'accrétion avec des autres structures moléculaires. Tu vois, c'est formidable. Donc, sans faire d'expérience, tu es capable de voir quelle molécule ira avec quelle molécule, quels effets secondaires aura cette molécule, tu vois, quels effets positifs et secondaires ira, puisque des fois, on ne va peut-être pas trouver tout, tu vois, et tu vas pouvoir même en créer, tu vois. Ça va être... Comment les créer, tel principe fait. Alors après, ça c'est en laboratoire, tu vas les créer toi-même, tu vois, mais c'est comme ça. C'est fabuleux. Des traitements de données, de calcul. Ça va être génial. incroyable. Écoute, Frédéric, je trouve ça passionnant. Là, je vois qu'on arrive à quasiment déjà 2 heures d'enregistrement. J'ai vraiment pas vu passer le temps. C'est super Ouais, intéressant ce que tu dis. comme je dis toujours, je suis un des plus intelligents que tu puisses rencontrer, mais j'ai pas l'air. Mais Tu vois, c'est ça qui me gêne. Alors, ça les énerve, les mecs, parce qu'ils croient que je suis con. Je dis non, mec, tu vas voir, je suis même très intelligent. Quand je rentre dans une usine, il n'y a pas de problème pour moi, tu vois. Je passe au bureau du boss, tu vois. de toute façon, ça c'est historique. J'ai l'impression qu'on a tout, enfin les incompris, tu sais. Ah, mais moi, je suis compris. Les mecs, il n'y a que les zététiciens qui n'ont pas compris. Ouais, Mais mais tu sais, il y a beaucoup quand tu de. vends 5 millions de livres et quand tu rentres dans des usines et que tu équipes après les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, tous les crêpes, et que tous les sportifs de haut niveau disent putain, c'est bon, c'est que tu connais la biomécanique et la mécanique et tu es capable de t'intégrer par la compréhension des systèmes dans un système de production industrielle où tu fréquentes les PDG, les ingénieurs et les ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très français, encore une fois, enfin, ces gens qui te critiquent, ils ne te comprennent pas, alors ils te critiquent, tu sais. Ah ben non, c'est parce qu'ils s'aperçoivent que je suis plus intelligent qu'eux. Aussi. Ça les énerve. Mhm. Tu vois, ça les énerve. La dernière critique des zététiciens, c'est de dire Delavier, oui, j'étais avec lui, bon, il m'a touché quand même. Alors, j'ai rien, en fin de compte, il est pas méchant, j'ai rien contre lui, mais il est dans la croyance. Mais dans quelle croyance je suis? Moi, c'est la science qui compte. Moi, quand je parle, tu as bien vu, c'est pragmatique, j'invente rien. Quand je t'explique le développement de l'homme, je peux t'expliquer le développement de l'homme. Tu Bien vois, sûr. Mais achetez les bouquins de comment Frédéric Delavier. biologiquement. Je veux dire, il y a rien de, il n'y a pas d'Anunnakis et il n'y a pas d'extraterrestres qui viennent te sauver. C'est Dieu qui te sauve, donc c'est toi qui vas te sauver toi-même. Tu vois? Les gars, est-ce que ça, sincèrement, est-ce que ça, c'est pas de la science? Enfin, achetez les bouquins de Frédéric Delavier et vous verrez que c'est une approche scientifique, pragmatique. Il n'y a rien de plus Toujours. concret. Je te dis aussi, mon collègue, c'est tout sauf un con. Bien sûr. C'est pour ça que je bosse avec lui. Mhm. Tu vois? Mhm. Donc, voilà. Non, après, les mecs, ils t'en veulent pour ça, oui. Bon.
Oui, après, ils m'en veulent, je suis sexiste. Oui, alors ce qu'on n'aime pas, c'est oui, mais bon, bien sûr, oui, mais c'est tweet, ce qu'il dit sur Twitter. Je dis, mais j'ai pas Twitter. Je dis, maintenant, vous inventez encore. Ouais, C'est bien des sûr. fous, les mecs. C'est tout simplement, c'est parce que ils ont voulu me débunker, parce qu'ils ont cru, par mon physique, que j'étais un bourrin. Alors, je suis pas du tout un bourrin. Il se trouve que je fais du sport, de la muscu. Bah, c'est bien, c'est un passe-temps comme un autre, ça te permet de comprendre la. Et puis, c'est un très bon gagne-pain, tu vois, Mhm. aussi. Ce qui permet d'étudier le corps humain et de vendre beaucoup, ce qui te permet d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps libre. Ce qui est bien, ce qui te permet de beaucoup réfléchir, tu vois, et de beaucoup t'instruire, avec plaisir. Tu vois, je ne Absolument. souffre pas. Et donc, évidemment, les mecs, ils ne comprennent pas. Mec, ça fait 40 ans que j'étudie Bien sûr. à fond. Et j'avais juste une petite dernière question avant de te poser mes questions de fin. L'IA, est-ce que tu penses que ça va justement faire du mal à ces métiers créatifs, à ces métiers de créatifs? Bah, oui et non. Euh, un mec qui sait bien manier les IA, c'est-à-dire qui sait bien lui parler, va pouvoir faire quelque chose. Mais les gens, le problème de la plupart des gens, c'est que ce pas des gens qui sont capables de visualiser. Mhm. Si tu es incapable de bien visualiser, ton IA, on va dire, je ne parle pas des IA qui écrivent des textes, hein, je parle des IA graphiques. Si tu es incapable de bien visualiser dans ta tête quelque chose et de bien parler de ce que tu veux visualiser, ton IA, elle va faire du caca. Tu vois, ça va être de la merde. Mais si tu as une capacité de visualisation et cette capacité à l'exprimer, ben, tu vas être bon. Et ton IA, il faut la corriger en plus. Alors oui, peux-tu me changer la main à cet endroit-là, me tourner la main légèrement à droite parce que tu as fait je pense que tu n'as pas mis le muscle biceps au bon endroit. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Tu as mis 6 doigts, attention. Les ongles, je voudrais qu'ils soient mieux faits avec des nervures de tel type, tu vois. Rajoute une veine sur l'épaule comme la saphène externe qui pourrait apparaître. Elle va chercher, tu vois, elle va chercher sa veine externe, tout ça. Elle va aller dans son stock de données, mais monstrueux, si tu veux. Mais il faut lui parler comme un enfant. Mhm. Elle ne va rien créer, elle. Elle Bien y sûr. a, c'est pas une conscience, c'est une copie de conscience. Et même si tu en fais une conscience humaine, y a pas c'est juste un fantôme de conscience. Elle ne sera pas consciente. Elle pourrait être la copie parfaite, ne sera pas consciente. Celui qui est conscient, c'est toi. Mm. Tu vois, c'est ça. Donc c'est toujours important et intéressant de comprendre ça. Bon, écoute, Tu vois. c'est super intéressant. Je me permets juste de te Donc, poser il y a beaucoup de boulots qui vont disparaître. disparaître. Mais tu as des mecs qui vont s'en sortir. Et aussi, tu vas pouvoir créer des médicaments, optimiser énormément de choses qui vont aider les hommes. Mais bon, tu peux très bien générer des IA pour tuer des gens, hein, comme on voit en Ukraine, où Mhm. Russes et Ukrainiens génèrent des drones avec des IA capables de repérer des mecs et de tomber à un certain moment sur les mecs et sachant où ils sont, puisqu'ils sont déjà programmés avec des intelligences artificielles pour aller pister les mecs et les faire exploser quand ils sont à tant de nombre, tout ça, tu vois, parce qu'il ne faut pas les faire sauter s'il y en a un seul, il faut les faire sauter s'ils sont 3 ou 4 ou 5, parce qu'autrement, ça coûte trop cher par rapport à la machine que tu vas faire sauter. On est tout le temps dans des calculs d'épicier. Mais l'IA peut être utilisée aussi pour te vendre des merdes sur Internet, comme pour pouvoir trouver des médicaments pour lutter contre le cancer, tu vois, ou t'empêcher de vieillir trop rapidement. Mhm. Tu Ça vois. va être super intéressant de voir cette évolution qui est toujours plus rapide là. On le voit chaque jour, chaque semaine, il y a une nouvelle Ouais. découverte. C'est Bah, évidemment, elle peut être pervertie. Tu sais, dans un premier temps, l'IA avait été laissée un peu débridée, si tu veux. Et Mhm. progressivement, elle s'affine. Tu vois, c'est le problème de l'IA qui peut dévier. Alors, tu as des mecs derrière qui sont là pour corriger. Donc, c'est des choses qui se rééquilibrent. Les IA, surtout les IA qu'on fait pour écrire des textes, tu vois, c'est valable pour les entreprises qui veulent présenter un produit, tout ça, ou quand tu veux parler de quelque chose, tu t'aperçois que l'IA, en fonction qu'elle soit chinoise, américaines ou françaises, ou, tu vois, elles ne vont pas générer forcément les mêmes sorties ou Mhm. la même façon de penser. Parce qu'en fin de compte, elles vont prendre la pensée générale par statistique la plus rencontrée en Amérique, en Chine ou ailleurs. Tu vois. Ben, je crois que la société qui a développé ChatGPT, OpenAI, je crois, elle a eu ce problème justement quand ils ont commencé à développer ChatGPT. À un moment donné, c'est parti un peu en cacahuète par Ah oui. rapport à ça.
fausser les données de l'IA. Alors pendant un certain temps, parce que l'IA, au bout d'un moment, va être rectifiée par le nombre de données justes qui arrivent par rapport aux données fausses. Parce que si ça s'avère que c'est faux, l'IA progressivement va la corriger. Mais si d'un seul coup, tu as un apport de données fausses sur un sujet qui n'est pas tellement traité, l'IA va être un peu perdue, tu vois, avant de se rééquilibrer. Tu vois, c'est l'IA. Tu sais, elle agit statistiquement, hein. Elle met un mot après un autre parce que statistiquement, après ce mot, il y a tel mot qui doit arriver. Tu vois, ou après telle lettre ou tel groupe de lettres, on se retrouve en général avec tel groupe de lettres qui va après. Tu vois, elle va calculer même des morceaux. Donc, elle ne pense pas au sens des choses réelles. Elle met ce qui, le plus souvent, est utilisé et statistiquement est ce qu'on retrouve. Tu vois, par exemple, tu vas dire écris-moi, je ne sais pas, un texte sur le. J'aime bien le sortir parce que ce n'est pas moi qui le sors, c'est les mecs qui s'occupent de l'IA. Je ne sais pas, un texte sur la musculation, le développement des biceps à la façon de Proust. Bah, elle va te faire des longues phrases parce qu'elle va calculer, ce sont des phrases de tant de lettres, tu vois, donc elle va prendre un nombre de mots en faisant arriver le plus souvent tel ou tel mot que l'on retrouve dans Proust, mais qui correspondrait aussi à la musculation. Tu vois, mais c'est pas de l'intelligence, c'est du statistique. Tu vois, c'est complètement, le mec avait dit justement, il avait dit pour ses élèves, faites-moi la. Moi, j'aime bien le sortir, celle-là. Il m'avait fait rire, le mec. C'est un Français, il a un nom russe. Faites-moi, il avait demandé à l'IA, sortez-moi à l'IA un texte, La naissance du temps perdu de Proust, tu sais, le début de la naissance du temps perdu de Proust, mais qui aurait été dite, non pas par Proust, tu vois le sens, mais par un jeune, par un jeune. Alors, elle commence en disant yo, yo. Oh là là. Et elle prend le langage des jeunes pour décrire, ce qui est exprimé dans la naissance du temps perdu. Et les jeunes disent, mais on dit plus yo. Alors elle est obligée de corriger parce qu'elle avait fait une erreur. C'était les jeunes d'il y a 30 ans, elle avait été mal programmée sûrement. Tu vois, elle avait dû être. Non, mais c'est comique, quoi, tu vois. Donc il faut à chaque fois qu'elle se rectifie, tu vois. Ah, c'est dingue, c'est vrai que j'avais essayé avec ChatGPT qu'elle me parle, tu sais, comme Jules César m'aurait parlé à l'époque. Et c'est incroyable, elle se met vraiment à la place de Jules César, c'est un truc de ouf. Elle prend le langage assez limité en adjectifs des Romains, tu vois, qui est quand même un langage très intéressant, mais qui est plutôt imagé, tu vois, qui va compenser le manque de vocabulaire que l'on trouve en latin, puisque plus une société évolue, plus elle a de vocabulaire, hein. Plus elle est ancienne, moins elle en a, mais plus elle a euh, euh, plus elle est imagée, donc elle va jouer avec des images, tu vois, avec des descriptions imagées pour compenser l'absence de vocabulaire, tu vois. Pour dire, je sais pas, rose fuchsia, je sais pas, tu sais, c'est dans l'Iliade et l'Odyssée, on dit l'aurore au doigt de rose, tu vois, au doigt de rose, tu vois, c'est parce qu'on n'a pas toutes les nuances de rose qui ont été codifiées en adjectifs, en mots, en mots. Donc, plus tu rentres dans les langages primitifs, plus tu es imagé, plus tu es en image, et en métaphore et en parabole, tu vois. Parce que tu manques de vocabulaire, donc tu compenses. Tu vois, tu compenses. C'est très intéressant. Donc, elle va compenser justement l'absence de vocabulaire pour parler comme Jules César, mais utiliser ses capacités de métaphore et de parabole que l'on rencontre dans les langages antiques. C'est vraiment fascinant. Écoute, Frédéric, je vais te poser mes petites questions de fin. Je voudrais savoir si tu as eu un modèle ou quelqu'un qui t'a inspiré dans ton parcours. Alors, en général, je suis fan de rien, mais il y a Ouais. des mecs il y a des individus que j'ai trouvé exemplaires. Oh, tu sais, moi, je reste sur les bases. Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup Léonard de Vinci. Euh, Parce que c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout, qui était éclectique et qui était très Ça visuel et se avec ressent beaucoup dans tes d'humour. dessins. Ouais, beaucoup d'humour. Oui, 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 j'ai repris la technique de Léonard de Vinci, des hachures parallèles et de la façon de bâtir par l'intérieur. Après, j'ai eu des très bons instructeurs aux Beaux-Arts. Euh, J'aime bien l'esprit de sacrifice de Jésus, mais bon, pas trop parce que j'ai envie de vivre quand même. Euh, donc ça va, si tu veux.
Je suis pas encore prêt à me sacrifier. Non, je me sacrifie, je suis prêt à combattre pour le monde, mais le sacrifice, on ne le fait pas encore. Il y a encore du temps, tu vois? J'aime beaucoup Mohamed pour son travail, qu'il a fait, et sa capacité à vivre une vie d'homme épanoui quand même, dans le combat, tu vois? Et à cette capacité dans un monde extrêmement dur à unifier des gens qui étaient très barbares et très brutaux, tu vois? Derrière une religion, on croit ou pas à ce qu'il a dit, était quelque chose d'unificateur et de formidable. Donc, et en plus, ça vraiment, c'était un homme qui était vraiment bon. Euh, Autrement, j'aime beaucoup Tolstoï pour la profondeur de ce qu'il véhicule dans son analyse du monde euh, et sa compréhension du monde et ce qu'il a vécu sur le pardon, un peu comme le Christ aussi, c'est magnifique. Tolstoï est bien, bien Lao Tse, Confucius, tu vois, il y a plein de mecs qui sont excellents hein, à lire. J'aime bien. Euh, il y en a beaucoup. Marc Aurèle est très intéressant aussi. Tu vois, il paraissait un peu sinistre au début, mais après, c'est très intéressant de voir parce qu'il a une conception un peu du monde et de Dieu qui est assez proche de la mienne, tu vois. Euh, il parle de l'esprit. Hein. Tous les dieux, tout ça, c'est symbolique, hein, les dieux pour lui. Hein. Donc, il a une grande conscience du devoir. Et c'est très rare d'avoir un fils de riche qui devient un homme très conscient du devoir qu'il a accompli et qui est un homme bon, même s'il a fait des trucs durs hein, quand même. Hein, c'est un empereur romain. Hein. Puis son fils, c'est pas une réussite non plus. Mais lui, son règne, il a fait ce qu'il pouvait avec une grande sagesse, tu vois. Donc ça, c'est des mecs qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Euh, et toi, Frédéric, est-ce que tu aurais un livre ou un film ou une série à me conseiller? Moi, j'ai bien aimé Fight Club. Ah ouais, génial, ouais. Sur la pluripersonnalité, tu vois, j'ai bien aimé Fight Club. J'ai bien aimé Scarface sur la montée sociale, c'est un fou, d'un dingue, qui veut une revanche sur la vie parce qu'il était pauvre, qui explose à la fin parce il n'arrive même plus à se contrôler. Et la seule fois où il fait vraiment le bien, ça lui coûte la vie. C'est affreux, tu vois. Et Carlito Way, encore, hein, avec Al Pacino, c'est bien aussi, ça montre que le passé te poursuit toujours, tu vois. Il faut faire très attention. Euh, c'est excellent. Il y a une série que j'ai vue là récemment, Kubra, turc, c'est pas mal. Ah, Ça je connais parle pas ça. justement de l'IA et la fin est extrêmement bien. Ça montre le pouvoir que peut avoir l'IA à un certain moment, mais ce pouvoir de l'IA est quelque part un pouvoir divin, tu vois, puisque l'IA, en fin de compte, c'est une conception humaine et elle ne répond qu'à des désirs humains, tu vois. Et elle génère et elle répond à la volonté, en fin de compte, des hommes, qui est quelque part la volonté de Dieu, tu vois. Ah, je Puisque regarderai. on couvrira, c'est un peu long à venir, mais c'est extrêmement intelligent la façon dont ça a été amené. C'est une des séries les plus intelligentes de Netflix que j'ai vues. Voilà. Mhm. Voilà. Autrement, il y a, comment ça s'appelle, avec Mister Manhattan, le film fantastique avec des super-héros qui ont des problèmes psychologiques. C'est excellent. Ouais, Euh, euh, Mister Manhattan, regarde qui est-ce qui. Ça, c'est bien, tu je vais vois. regarder. Mister Manhattan. Docteur Manhattan. Mister Manhattan. C'est. Ah, je me souviens même plus. Tu moi les Watchmen. noms. Voilà, comment t'appelles ça? Watchmen. Les Watchmen. Les Watchmen, c'est excellent. Ouais. C'est sur Et Prime Video, je crois. t'as les Night Watch aussi. C'est un film russe qui est excellent sur le bien et le mal. Ok, Pareil, Night du Watch. mal, Night Watch aussi. Et les Watchmen et Night Watch. C'est excellent. Bon, écoute, je vais. Excellent. Et ce sont des films excellents sur les hommes, sur l'amour, sur les femmes, sur les relations. Night Watch, c'est sur le bien et le mal. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? C'est c'est vraiment. Et sur l'équilibre des forces. C'est toujours très bien. Donc, c'est des films qui sont vraiment bons. Je les noterai Autrement, dans on la a des description. bons films dans le style Il était une fois dans l'Ouest, hein, qui n'ont pas Ah vieilli. ouais. Ah, les sœurs Et Il Duggan. était une fois dans l'Ouest, c'est génial comme film. Tu vois? Ah, c'est magnifique. Moi, je l'ai regardé avec mon C'est père quand magnifique. j'étais petit. C'est sur les hommes, sur le pouvoir, sur l'amour. Euh,
C'est vraiment un beau film, tu vois. Totalement. J'adore ce film. Bah écoute, Frédéric, franchement, je te remercie pour cette discussion qui était vraiment passionnante. Je te remercie d'avoir pris le temps aussi de venir ici, d'avoir répondu à mes questions et puis de m'avoir aussi partagé toutes ces idées-là. J'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent aussi à acheter tes bouquins parce que franchement, bah, ils en auront pour leur argent. C'est des pépites, c'est de la qualité. Franchement, moi, j'adore. Est-ce que tu aurais, Frédéric, un dernier mot avant de se quitter? Ben, je sais pas, paix sur terre mes frères et aimez-vous les uns les autres. Ah bah, ce sera les derniers mots, c'est magnifique. Ça Bah, a déjà été dit, mais bon, il faut le redire de temps en temps c'est parce clair. que des fois on est un peu mal barré, tu vois? Mais bon, après la pluie, le beau temps, tu vois? Ouais, c'est clair. Heu, Bah écoute, je vais couper l'enregistrement, mais reste un peu la avec lumière moi. revient après les ténèbres. Ouais. En tout cas, je remercie les gens qui nous ont écoutés jusque-là. Bah, vous avez la possibilité aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, Horatio Podcast. Vous pouvez écouter aussi cet épisode sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et puis toutes les plateformes de streaming en ligne. Voilà, je vous remercie. Encore merci à toi, Frédéric. C'était On verra le génial. lien. Je t'enverrai le Tu avais fait lien. tu avais fait combien? Tu avais fait combien avec, l'Artigo? Parce que l'important c'est que le message passe. Alors avec Gilles, sur sa chaîne, là, en l'état, à l'heure où on parle, on est à 6 000 vues. Il l'a publié il y a 2 Ah, sur jours. sa chaîne? Voilà. Il a publié il y a 2 jours. Sur la mienne, on doit être à peu près à 1 200 vues à l'heure où on parle. Tu as qu'à me Donc l'envoyer et je la mettrai sur la mienne, ça fera peut-être des vues. OK, bah, écoute, je t'enverrai, notre entretien, comme ça tu pourras la mettre aussi sur ta chaîne et puis, c'est un grand plaisir, et puis sur Spotify aussi les écoutes, d'école, j'ai été impressionné, par rapport à ça. C'est vrai qu'on n'a pas le même suivi que sur YouTube, mais ça décolle, c'est Bien super. Spotify, c'est que je connais pas trop. Alors si tu veux, Spotify, c'est à la base, c'est une plateforme pour écouter de la musique en streaming. Et maintenant, les créateurs mettent beaucoup de podcasts en version audio. Tu sais, parce que on est souvent dans les transports, on fait beaucoup de routes ou des choses comme ça. Et des fois, au lieu de mettre de la musique, bah, on se met un podcast et puis on apprend des choses et c'est génial. Donc C'est ce voilà. que je fais moi quand je roule, je mets tout le temps des trucs Ouais, intéressants. ouais, Ça ouais. me permet d'apprendre des trucs, bah, tiens là, si je vais travailler ce soir, je vais mettre le précepteur. Bon, mais bon, c'est Ouais. pas une chaîne scientifique, mais c'est sympa à écouter, j'aime bien, Ah, j'adore tu le vois? précepteur. Mm. Après des fois moi j'aime bien alors ce que je préfère chez le précepteur, c'est quand lui fait parle lui-même, tu vois? Quand il ne parle plus il parle des philosophes Mhm. et quand lui après il apporte sa vision du Sa monde. vision sur la Voilà, vie. Mhm. voilà son avis. Moi j'aime bien son avis parce que c'est très sage, toujours, tu vois? Il a une diction Il est vraiment cool en plus, incroyable, ouais. Il a il est l'air gentil. très gentil. Il a l'air très gentil. Oui, c'est quelqu'un de bien, tu vois? Ouais, Derrière, ouais. Philorama là. Ben justement, mais moi je voudrais trop ce bouquin, mais je vois que je peux plus me le procurer. Pourquoi? Donc, Bah, tu peux commander chez lui Philorama. ben, j'ai essayé là sur internet, mais en fait je peux plus. Je suis passé sur Ulule, je crois, c'est ça, récemment. Alors moi je Non, mais j'ai regarde. vu qu'il vend, il en a en stock Il en a encore. en stock? Ah bah écoute, Ah oui, tu vas sur sa chaîne, je crois qu'il en vend lui. je vais je vais regarder. En tout cas, Charles, le précepteur que j'admire, si un jour j'ai la chance de pouvoir t'avoir sur le podcast, ce sera avec grand plaisir, même si je suis. Tu lui demandes. Ouais, je vais lui demander, même si je suis une petite chaîne qui commence, ce serait vraiment un honneur. Mais ouais, je vais aussi lui envoyer un petit message là pour son bouquin. J'adorerais l'avoir, vraiment, vraiment. Bah écoute, merci Fred. Franchement, OK, c'est un grand plaisir. Et puis à très bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés. OK. Salut à Salut, tous. salut à tous.